Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau top 10, le top 10 by Onze Yamar. Vous le connaissez peut-être, pour ceux qui ne le connaissent pas, le concept est très simple. Un top 10, un classement sur un thème particulier, deux chroniqueurs qui vous donnent un classement condensé. Aujourd'hui je suis avec Val. Val, comment tu vas? Salut mon petit Flo, bah écoute, très content de faire ce premier épisode filmé, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de nous enregistrer. Ça permettra au moins aux auditeurs de voir ma magnifique bonnette Ligue des Champions. J'ai pas la même. T'as pas la même? Non. T'as pas été upgradé encore. Je vis une bonnette Ligue 2 BKT, mais ouais, ça va venir. C'est un deuxième épisode, c'est le premier en vidéo. Val, on avait fait un premier épisode sur les couteaux suisses, les 10 meilleurs couteaux suisses de la Ligue 1 actuelle. Si ça vous intéresse, et si ça intéresse notamment les supporters rennais, je dis ça, allez voir la place de numéro 1 et le petit Benjamin Bourigeaud. Mais Val, avant de commencer, c'est quoi ce très beau maillot là? Écoute, voilà, les ébus de Madagascar, un petit maillot que mon frère m'avait ramené de Madagascar très gentiment. Et puis comme on est un peu dans un contexte de Cannes, on s'est dit qu'on allait lancer une thématique, puisque toi aussi je vois que tu as apporté le tien. Ouais, moi je suis pas du tout fan de Jérémy Morel, pour le coup, moi c'est plutôt du Sadio Mané. Ouais, bah ça donc on est sur niveau, mais on est sur du... Oui, ouais, voilà. Oui. On va passer à autre chose, et on va donc commencer ce top 10. Donc oui, c'est le maillot du Sénégal, de cette Cannes 2022, probablement du futur, si vous le regardez en fin d'année 2022, du futur vainqueur de cette Cannes 2022. Bon, vu qu'on est très fort en pronostic, je m'aventurerai pas si loin que ça en vrai. Ça sera le Maroc. Ça sera le Maroc. Voilà. Val, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme top thème au menu? Un top thème des plus alléchants, puisque on va se pencher sur la question de la Ligue des Champions. Ouais. Puisque notre ami Gianni, non c'est pas Gianni Infantino, c'est notre ami Séphérine qui a décidé de changer cette magnifique règle du but à l'extérieur. Vous vous en rappelez avant, une fois qu'il y avait une égalité à la fin d'une double confrontation, c'était la règle du but à l'extérieur, donc celui qui avait marqué le plus de buts à l'extérieur qui était qualifié. Là l'UEFA a décidé de changer, plus de buts à l'extérieur, donc maintenant il y aura des prolongations en cas d'égalité. Mais du coup, nous, on a quand même voulu revenir un petit peu sur cette règle et mettre un petit peu en valeur les magnifiques confrontations qu'on a eues pendant une trentaine d'années. Et du coup, je laisse annoncer ton top thème, c'est toi qui gères ton émission. Oui, non, mais c'est vrai que tu le disais, ce changement de règle, on se souvient de beaucoup de matchs, on va parler de beaucoup de matchs qui ont eu de grandes modifications ou de grands résultats et de grandes dramaturgies, de grandes émotions liées à cette règle de but à l'extérieur. D'autres matchs qu'on va vous citer dans le classement n'ont pas eu cette même dramaturgie sur la règle du but à l'extérieur, mais en tout cas ont eu des scénarios assez fous. Du coup, Val, qu'est-ce qu'on a fait? Dans un premier temps, on a fait une sélection ensemble d'une petite trentaine de matchs. Je crois qu'on était à 27 matchs au complet, où on s'est dit tiens, ces 27 matchs sont intéressants. Ce qui est bon à savoir, donc là de manière complètement subjective, là c'est nous qui les avons sélectionnés, on s'est dit ça c'est des matchs qui peuvent rentrer dans ce classement là. De manière subjective, et par contre on parle bien de Ligue des Champions. Ouais. On parle pas de C1 au global, c'est-à-dire qu'on passe à partir de la saison 92-93. Avant, on était sous le format Coupe des clubs champions, un seul représentant par pays. Nous, on vous parle de la Ligue des Champions moderne comme on la connaît. Elle a un peu évolué, mais grosso modo, depuis 92-93. Ouais. Et donc, l'idée de ce top 10, c'est de parler des 10 confrontations aller-retour. Ce qui veut dire qu'on ne parle pas de barrage, de match de poule, ni de finale, uniquement de confrontations aller-retour. 8e, quart, demi. Les plus folles, les plus belles qu'on a vécues depuis 1992-1993. Voilà. Exactement. Écoute, je te propose, avant de commencer, que tu nous expliques qu'on a une matrice. Ouais. En fait, on a fait cette première présélection de 27 matchs, qui donc là était complètement subjectif, mais on voulait apporter une petite part d'objectivité justement dans ce classement-là. Et bon, ceux qui ont écouté le premier top 10 connaissent un petit peu ce concept-là, puisqu'on l'avait rapidement expliqué dans la première émission, mais en gros, on a utilisé un système qui s'appelle la matrice de Pew, qui à la base est un système d'aide à la prise de décision, notamment très utilisé dans les entreprises. PUGH, si vous voulez. PUGH, Pew, PIGH. Et en fait, l'objectif de cette matrice-là, c'est de réussir à comparer différents éléments que vous souhaiteriez justement comparer. Donc par exemple, en entreprise, si vous souhaitez trouver un nouveau fournisseur pour le produit que vous produisez, vous allez étudier les différents fournisseurs avec la matrice de Pew. Et comment vous allez faire? Vous allez définir des critères qui sont importants pour vous, donc par exemple l'impact environnemental par exemple de ce fournisseur-là. Vous allez en définir 3-4 comme ça des critères, et vous allez faire un classement par critère. Donc le classement par l'impact environnemental, le classement par rapport au coût de productivité, et etc., etc. Vous allez établir un classement par critère, vous allez faire le cumul de tout ça, et à la fin vous allez avoir un classement général qui vous permettra de savoir quel est le fournisseur que vous appréciez le plus.
ça s'adapte en fait à toutes les prises de décision, pas forcément le monde entrepreneurial, c'est pour ça qu'on va s'en servir. Je sais pas, par exemple, si tu as une soirée Saint-Valentin et qu'en même temps tu as un gros match de ton club en Ligue des Champions, au hasard. Je sais pas, pour les supporters parisiens, c'est souvent arrivé ces dernières années. Oui. Et ben tu peux te servir de la matrice de Pew pour savoir si tu laisses ta copine seule ou si tu passes la soirée avec elle. Mauvais exemple. Alors sur les matchs allés, généralement pour le PSG, il faut plutôt être présent au match aller. Si la Saint-Valentin pourrait être aux alentours du 15-20 mars, ça serait idéal pour nous. Je dis ça à la société de consommation dans sa globalité qui nous écoute. Et du coup, pour recontextualiser un petit peu par rapport à notre top 10 à nous, ce qu'on a fait, du coup, on a sélectionné 5 critères qui nous paraissaient légitimes par rapport à ce top 10 qu'on a mis en place. On a fait un classement de ces 5 critères, chacun. Et ensuite, on a fait le total qui nous a donné un classement personnel. Et ensuite, je me suis occupé de faire la moyenne des deux. Donc, vous allez voir, il y a un petit classement qui va s'afficher. Je ne sais pas s'il sera là ou là encore, je n'ai pas encore fait le montage, mais vous allez voir, il y a un petit classement qui va s'afficher. Et vous pourrez voir l'évolution de notre classement et les positions qu'auront chacun des matchs dans chacun des critères et le résultat final que vous verrez à la fin. Et ouais, donc on a bossé. On a un petit peu travaillé en amont. Ouais. On a un peu bossé, on a regardé beaucoup de matchs, beaucoup de résumés de matchs, on a lu beaucoup d'articles aussi. Écoute Val, ce que je propose c'est qu'on parte directement sur les 5 critères qu'on a définis pour ce top 10 sur les 10 meilleures confrontations aller-retour en Ligue des Champions depuis 92. Ouais. Eh ben, allons-y. Alors pour préciser, c'est une petite info que j'ai oublié de préciser, il y a des critères qui sont plus importants que d'autres, du coup il y aura des coefficients pour chaque critère. Et du coup le critère avec le plus gros coefficient, c'est un critère qu'on a appelé dramaturgie. Tu l'as un petit peu introduit tout à l'heure en introduction, Flo. Exactement, forcément le scénario du match, la dramaturgie, le fait que ça joue dans les dernières minutes, les retournements de situation, les rebondissements, le suspense font partie de la dramaturgie, qu'elle soit positive ou négative, ça dépend dans quel camp vous vous positionnez évidemment, mais nous on a défini que la Ligue des Champions, surtout ces dernières saisons, nous a fait vivre de telles émotions que la dramaturgie était probablement, à nos yeux, le critère numéro 1, d'où le plus gros coefficient de tous les critères. Exactement. Donc vous le voyez dans notre tableau, il est coefficient 3. Mais ça, voilà, c'est le plus important, mais il sera aussi pondéré par d'autres critères, dont notamment le deuxième qui est le niveau de jeu, parce que bon, c'est quand même aussi quelque chose d'assez important, parce qu'il y a des matchs qui sont un peu du hurrah football, alors c'était ce qu'on appelle du hurrah football, des matchs qui partent un petit peu dans tous les sens, mais quand même le niveau de jeu, voilà, c'est un critère que nous on a défini comme étant très important. Alors au début on l'avait mis au même niveau que la dramaturgie, en toute honnêteté, parce qu'on estimait que soit le scénario, soit le niveau de jeu, c'était les deux critères les plus importants. Parfois il y a les deux, donc vraiment dans ces cas-là les matchs ont été très bien classés. Mais en toute honnêteté, on a quand même sélectionné 27 matchs au début, donc on n'a pas vu tous les matchs en entier, il y a des matchs où on a été voir des résumés, etc. Et comme on n'avait pas la légitimité de dire qu'on avait vu tous les matchs, qu'on avait vu le niveau de jeu dans chacun des matchs, et on a décidé de le rabaisser un petit peu pour essayer de faire en sorte que ce soit quand même assez objectif et pas de dire trop de conneries, quoi. Exactement, on a un deuxième critère sur un coefficient similaire au niveau de jeu, on a placé assez haut aussi, c'est l'impact historique de la rencontre. Qu'est-ce qu'on entend par impact historique? C'est-à-dire le moment où a lieu le match et ce qui peut en découler après, c'est-à-dire soit à court ou moyen terme, c'est-à-dire l'influence de ce match s'il est différent, ou en tout cas le résultat sur le reste de la compétition, mais aussi l'impact historique qu'il peut avoir assez globalement. On vous expliquera le cas sur certains matchs et vous le comprendrez, mais l'idée c'est qu'il y a des matchs parfois charnières dans une Ligue des Champions qui changent pas seulement une année, mais qui peuvent changer sur plusieurs années. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors, pas sur tous les matchs, mais sur une partie des matchs dont on va parler, on a déjà peut-être un petit peu le recul de comment est-ce qu'il est perçu aujourd'hui, peut-être 10-15 ans après. Bon, alors les derniers matchs, type par exemple l'année 2019 par exemple, qui va être une année un peu référence. On est sur un très très bon cru. On n'a peut-être pas encore le recul nécessaire, mais bon, on peut quand même se dire que c'est des matchs qui vont rester un petit peu dans les annales de cette Ligue des Champions. Donc voilà, on a quand même un point de vue assez général. Pour tout vous dire, on n'était pas loin de faire un top 10 des meilleurs matchs de Ligue des Champions 2019. Vous verrez que la QV 2019 est très très bonne. Quatrième critère, mais troisième critère sur ce même coefficient, le deuxième plus important, c'est le contexte du match. Ouais. Le contexte du match, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a fait sur l'impact historique. L'impact historique, c'est ce qui va rester après le match, comment est-ce qu'on va le percevoir les années après. Là, le contexte du match, c'est justement aussi de réussir à recontextualiser au moment justement du match, parce qu'il y a souvent des faits qu'on oublie avec le temps. On se rappelle souvent des matchs, mais on ne se rappelle pas non plus du contexte.
Ça peut être par rapport à une rivalité entre joueurs, entre entraîneurs, entre clubs même au niveau du championnat, etc. Et puis il peut y avoir aussi des événements extra-sportifs. Alors moi j'ai un exemple qui est très précis. Des séries d'invincibilité par exemple aussi. Bah, par exemple, mais j'ai un exemple moi qui était très précis, bon je le donne parce que pour le coup il n'est pas dans notre top 15-20. C'est l'exemple du Monaco-Dortmund avec l'attentat juste avant le match de Monaco, enfin de Dortmund justement, sur le quart de finale 2016-2017. Voilà, sur le bus du Borussia où Marc Bartra était blessé, etc. Et au final le match est joué le lendemain alors que l'équipe de Dortmund était encore évidemment sous le choc. Voilà, là il y a un contexte très clair qui apparaît juste avant le début du match. Merci l'UEFA. Voilà. Et voilà, ça aurait été un des matchs qui probablement aurait été très bien classé dans ce classement-là, enfin dans ce critère-là, mais qui au final n'est même pas dans notre top présélection parce qu'il y avait d'autres matchs avant. Ouais, exactement. Et enfin le dernier critère, le 5e, le moins important, le plus petit coefficient, parce que c'est le critère le plus subjectif, mais on veut dans notre objectivité avoir un peu de subjectivité, c'est l'émotion procurée. Alors, selon votre club, évidemment, vous allez être plus ou moins touché. Maintenant, quand on parle d'émotion, on parle d'émotion positive ou négative. Négative, ouais. Je sais de quoi je parle. Je pense qu'on va en entendre parler. Je pense qu'on va en entendre parler. Je te laisserai parler d'ailleurs à ce moment-là, je passerai sous un tunnel. Donc effectivement, l'émotion procurée, c'est un coefficient moins important, mais on a quand même voulu le prendre en compte parce que forcément, que vous soyez neutre pour l'équipe vainqueur, pour l'équipe éliminée, forcément, l'émotion a une part assez importante dans le vécu. C'est pour ça qu'on aime le football. Exactement. Et bien écoutez, on va commencer tout de suite, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dans ce top 10, Val, sur les 27 matchs qu'on avait définis, on en a 5 qui grattaient un peu à la porte de ce top 10. Il y en avait même 7, ouais. Même 7, ouais. Mais qui rentraient pas. En fait, c'est les matchs qui se sont retrouvés à la fois dans ton top 10 et dans mon top 10 et qui n'étaient pas justement dans ce top 10, mais on s'est dit que c'était quand même important de les mentionner. Donc, on passe aux mentions. La première de ces mentions, Val, on peut en parler assez rapidement, c'est un match récent, vous l'avez probablement tous vu, c'est le Roma-Barça 2017-2018. Ouais, exactement, ce qui va me permettre à la fois de vous expliquer un petit peu le concept du petit tableau. Je ne sais toujours pas où est-ce qu'il sera, mais bon, il apparaît. Le petit tableau, donc vous pouvez voir par exemple, là pour le Roma-Barça, en termes de dramaturgie, ils sont 6e. Alors il faut comprendre que c'est pas le nombre de points qu'on leur a attribué, c'est la place qu'ils ont eu dans ce classement, enfin dans ce classement moyen entre le classement de Flo et mon classement. Donc si on fait le moyenne des deux, la Roma était 6e au classement total dans le critère de la dramaturgie. Donc on a estimé, 6e c'est quand même une bonne position par rapport à un top 15, on a estimé que ce match-là était quand même assez important en termes de dramaturgie. Le problème, vous le voyez dans les autres catégories, puisqu'il y a 3 fois non classés, c'est que justement il n'était pas très important pour nous dans les critères de niveau de jeu, de contexte du match et d'émotions procurées. On va vous prendre typiquement le premier critère sur lequel il n'est pas classé, c'est le niveau de jeu. Pourquoi on n'a pas voulu le classer pour le niveau de jeu? Il y a évidemment beaucoup de matchs qui sont au-dessus en termes de jeu. On n'est pas sur un très grand Barça, on n'est pas sur une immense Roma, même si c'est une Roma solide. Et surtout, on est aussi sur un format de match qui est assez particulier. Le Barça domine et gagne outrageusement le match aller au Camp Nou 4-1, on s'en souvient tous. Et le retour, c'est la Roma qui, à l'Olympico à Rome, va pulvériser les espoirs barcelonais, leur faire vivre au passage leur première remontada, un an après celle que tout le monde connaît. Donc voilà, ce fait qu'il y ait 2 matchs à sens unique, ce fait que ça soit pas un immense Barça, que ça soit pas une immense Roma, fait qu'en termes de niveau de jeu, on l'a pas classé si haut. Maintenant, c'était quand même un super aller-retour. Alors il faut préciser que là, on va mentionner, on va prendre 5 minutes, là, 5-10 minutes pour mentionner, enfin pour faire référence un petit peu au match qui était dans notre top 10, mais qui finalement, qui était dans notre top 17, mais qui finalement ne seront pas dans le top 10 parce que on a préféré d'autres matchs à ceux-là. Mais oui, du coup, il faut bien préciser que tous ces matchs-là, c'est quand même des matchs assez extraordinaires. Une remontada comme ça de la Roma, d'un club qui est quand même beaucoup plus petit en termes d'un point de vue historique par rapport au Barça, c'est quand même une réelle performance. Et voilà, il faut quand même préciser, tempérer un peu ce qu'on dit. S'ils ne sont pas dans notre top 10, c'est parce que les 10 matchs d'avant sont encore plus exceptionnels. Exactement. Mais voilà. Mais ça reste un match. Ça reste un match très intéressant. Ça reste une confrontation à aller-retour ultra intéressante. Derrière, en 14e position, on avait un affrontement entre 2 géants du foot européen. Ouais. Le Bayern-Juventus de 2016. Ouais. On est sur un match, là on est sur du très 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 solide. On est sur un affrontement, on est sur un 2-2 à l'aller. 2-2 à l'aller, et puis il y a ce match retour qui est vraiment l'apogée un petit peu de cette double confrontation, avec notamment
ce magnifique raid solitaire de Morata au milieu de toute la défense, qui décale à la fin Cuadrado, qui va marquer. Je pense que c'est en partie pour ça qu'on se rappelle de ce match, même si après il y a un scénario qui est dingue, parce qu'au final le Bayern va s'imposer 4-2 en prolongation avec une super entrée de Kingsley Coman. Mais voilà, c'est vrai que j'ai l'impression que ce match est plus commémoré par rapport à ce but de Cuadrado sur ce déboulé de Morata, plutôt qu'autre chose, et c'est probablement pour ça que justement il n'est pas dans notre totem. Morata dans un top 15 quand même, c'est déjà dans un top 15, c'est une belle confrontation. 15e position, c'est la qualification d'un club français en Ligue des Champions depuis 92, la plus extraordinaire à nos yeux. Ouais. On est en 2004, on est sur ce Monaco, Real Madrid. Monaco très solide aussi, qui est dans une époque où ils marchent sur l'eau, ils vont finalement tout perdre en quelques semaines, et ils vont surtout faire une campagne de Ligue des Champions absolument extraordinaire. Ouais. On arrive sur ce quart de finale. Quart de finale, ouais, tout à fait. Mais du coup, vous pouvez vous demander, c'est parce qu'en vrai, ça pourrait paraître très auto-centré par rapport à un point de vue français, le fait qu'ils se retrouvent dans ce classement-là, et je pense que si vous vous dites ça, vous avez complètement raison. Si on peut expliquer un petit peu la présence dans ce top 10, c'est vraiment par rapport à la catégorie la plus à droite, l'émotion, parce qu'en fait, on l'a mis tous les deux, c'était il est 3ème, vous voyez, à la position moyenne de nos classements. Donc ça veut dire qu'en fait, vraiment, c'est la partie subjectivité qui a primé pour ce classement. Et puis on voulait mentionner un peu cette belle confrontation. Voilà, mais pareil, c'est une mention, donc on va pas non plus trop rentrer dans le détail, mais voilà, c'est pour ça qu'il est dans ce classement. Toujours bien classé, un match assez récent aussi, 2017, on est sur un Bayern Real Madrid. On l'a classé, juste pour ressortir en termes de critères, avant que tu nous en parles rapidement, c'est notre premier match en termes de niveau de jeu. À égalité avec un match dont on reparlera un petit peu plus tard. C'est une double confrontation où je crois que le Bayern a un expulsé à l'aller et au retour. Pourtant, on va avoir une prolongation. Prolongation, c'est ça, tout à fait. Prolongation au retour. 2-1 à la fin des deux matchs pour l'équipe à l'extérieur. Et puis en prolongation, le Bayern. Non, juste avant la prolongation, le Bayern va prendre un rouge avec Arturo Vidal. Exactement. Et là, le Real va dérouler, triplé de Cristiano Ronaldo. Dont 2 buts en prolongation. Dont 2 buts en prolongation et des buts assez beaux en plus. Bref, exceptionnel, le fameux Real de Zizou où rien ne pouvait les toucher, le karma était à son paroxysme à ce moment-là. Même Asensio marquait des buts, c'était dingue. Et puis c'est surtout vraiment par rapport au niveau de jeu qu'on l'a classé et qu'il est à une aussi bonne position, parce qu'après c'est vrai que sur les autres critères, on l'a peut-être un petit peu moins mis. Je pense que c'est aussi par rapport, et ça va se retrouver pas mal dans la suite de notre top 10, notamment par rapport au Bayern sur les émotions procurées. J'ai remarqué qu'on l'avait quand même mis assez bas à chaque fois le Bayern, parce que je pense qu'on n'a pas d'attirance particulière pour ce club-là. C'est vrai. Donc peut-être que vous, chez vous, vous allez avoir un classement différent. D'ailleurs, on vous invite aussi sur les réseaux sociaux à nous mettre votre propre classement en fonction des matchs, mais si vous avez aussi d'autres matchs, on est preneur. Ce qui est marrant, c'est qu'on regarde le classement, on grimpe d'une position. Ce Bayern Real de 2017 répond à un autre Bayern Real, celui de 2012 où cette fois-ci c'est le schéma inversé, on va aussi aller en prolongation, et c'est le Bayern qui va se qualifier. Cette fois-ci, comme le Real s'était qualifié à l'Allianz Arena, le Bayern va se qualifier au Bernabeu, au tir au but. Et ça, avec cette séance de tir au but mythique avec Ronaldo, Kaka, Ramos, Kaka, Kroos et Lam qui rate, donc quasiment les meilleurs joueurs de chacune des équipes. Kroos à ce moment-là qui est au Bayern, qui est côté Bayern. Mais effectivement, on se souvient de ce penalty de Ramos qu'on avait beaucoup moqué à l'époque sur les réseaux sociaux, notamment ce penalty qui tire en force très très largement. On avait vu un coup de montage. Exactement. Après ce Bayern Real, on a un match très récent, alors on va pas s'attarder dessus parce que vous l'avez très probablement vu. On rentre, premier match de cette QV 2019, on voulait pas non plus vous en mettre 4. Non. Donc on vous en a mis un hors de ce top 10, c'est le moins pire. Le moins pire parce qu'il a peut-être une dramaturgie. Moins mieux, peut-être. Rien dire, mais... Parce qu'il a peut-être une dramaturgie moins grande, mais c'est le moment où réellement l'Ajax Amsterdam d'Erik ten Hag explose aux yeux de l'Europe. Ils ont déjà sorti la Juve. Non, effectivement, c'est le 8ème de finale. C'est avant la Juve, donc vraiment l'Ajax a fait une phase de poule très solide. C'est contre le Real, pour préciser, voilà, ils sont... Exactement, l'Ajax sort d'une phase de poule très solide où ils ne perdent pas sur les 2 matchs contre le Bayern. Je crois qu'ils perdent aucun match, ils finissent 2ème. Et là, au match retour, il va y avoir c'est même pas une remontada parce que le score n'était pas si différent que ça, mais une masterclass, notamment de l'Ajax, notamment menée par Dusan Tadic, qui va faire 3 passes décisives et un but. Voilà, mais un match exceptionnel, notamment dans le niveau de jeu. D'ailleurs, il est premier, comme vous pouvez le voir, à notre classement. En termes de niveau de jeu, une masterclass absolue de la part de l'Ajax de Ten Hag, qui récite son football et qui
bah, c'est même pas met à mal le Real, qui détruit le Real. Qui détruit le Real. Tornade des Hollandais sur ce match-là. Puis après Turin, et puis après... Ouais, exactement. Et puis après, il n'y a pas finale. Il n'y a pas finale. Désolé pour tous mes supporters amsterdammois. On va passer sur la 11e position, qui est probablement de tous les matchs celui qui gratte vraiment le plus proche, évidemment, de la 10e position. On va être très clair. Moi, je l'avais positionné en 10e. Explique-nous rapidement pourquoi tu ne l'as pas positionné en 10e. Alors, il faut expliquer déjà de quel match on parle. On parle du Manchester United Juventus Turin qui a eu lieu en 1999. Donc là, on arrive dans un... Il était très très bien passé, notamment au niveau du contexte, parce que justement, on arrive dans un contexte où la Juve sort de 3 finales de Ligue des Champions, dont une gagnée, enfin 2 perdues surtout, 95 gagnée, 96-97 perdues. Et à ce moment-là, Manchester United vient de gagner 4 titres, je crois, dans les 5 dernières années en Angleterre. Donc c'est quasiment. Mais peine sur la scène européenne, effectivement. Ouais. Mais c'est quasiment les 2 plus grosses équipes européennes à ce moment-là. Donc on est dans un contexte de fou, avec Sir Alex sur le banc, évidemment. Match aller. Et puis des équipes énormes, Zidane, Davis, Inzaghi, et de l'autre côté, pareil. Del Piero. Alors Del Piero ne joue pas la double confrontation, et ça a une importance, même si la Juve n'est pas loin. Mais effectivement, on est sur une équipe de la Juve, Deschamps, Conte au milieu aussi. Exactement. On est sur une équipe de la Juve monstrueuse. En face, c'est la génération, la classe de 92, donc les Fergie Boys qui sont vraiment au firmament, les Beckham, Giggs, Scholes, Neville, Butt, Keane. On a une équipe des deux côtés, c'est monstrueux. À l'aller, on est à Old Trafford. La Juve, sur cette demi-finale aller, va aller chercher le nul un partout. C'est une Giggs qui va égaliser, je crois, dans le temps additionnel sur ce match aller. Donc la Juve arrive au Delalpi, l'ancien stade à Turin, avec un ballottage favorable. Et pourtant Fergie et ses boys vont complètement retourner la Juventus. Alors pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis dans mon top 10? Alors il y a 2 raisons particulières. Bon, déjà, le problème c'est que moi on est quasiment de la même génération. Moi je suis de la génération 96, c'est un match qui a lieu en 1999. Donc par rapport à l'émotion procurée, c'est un des biais de notre classement. C'est que moi c'était un match que j'avais pas vu, et quand je le vois après coup, je me dis putain c'est un beau match, mais il n'y a pas cette émotion particulière que tu ressens quand tu regardes le match en direct. Donc voilà, ça c'est le premier biais. Et le deuxième, c'était du coup j'ai quand même regardé des résumés pour pouvoir me faire un avis et me dire où est-ce que je vais le positionner, des longs résumés. Et en fait, toutes les actions que tu vois, c'est quand même un niveau de jeu qui est quand même pas très très intéressant. On est sur du bon kick and rush. Il y a une grosse intensité, mais on n'est pas sur un match, on n'est pas sur un jeu léché. Voilà, c'est du grand kick and rush avec des grands ballons devant pour United qui va égaliser avec des buts. D'ailleurs, à 2-0 au retour pour la Juve, le mec qui va sonner la révolte, c'est Roy Keane qui va marquer de la tête sur corner. On n'est pas sur le. C'est un très bon joueur techniquement, mais on n'est pas sur le plus grand poète de l'histoire du foot, loin de là. Moi, ce que je voulais te dire, Val l'avait mis un peu plus bas que moi, je le sais, sur ce match-là, c'est que ce match, en revanche, on l'a pas vu, donc c'est difficile d'en parler, on l'a pas vu en direct, on n'a pas forcément le contexte. Par contre, il a un impact historique que j'ai trouvé ultra important, parce qu'on est sur la demi-finale de 99, il y a cette dramaturgie, mais surtout, Manchester United va gagner cette Ligue des Champions 99 face au Bayern en finale, avec un scénario à nouveau complètement fou, puisqu'ils sont menés 1-0 et ils vont mettre 2 buts dans le temps additionnel pour remporter au Camp Nou leur 2e Ligue des Champions d'histoire après celle de 68. Donc je trouve que l'impact historique de ce match est très important, et surtout c'est aussi une bascule, c'est-à-dire que tu le disais, Ferguson à ce moment-là et son Manchester commencent vraiment à dominer assez outrageusement le foot anglais. Il manque cette cerise sur le gâteau, cette domination européenne, et en fait ça marque le point de bascule, cet affrontement et cette qualification face à la Juve, parce que derrière on va gagner la Ligue des Champions. En final c'est un excellent sujet de motif. Exactement. Et à l'inverse, la Juve, qui avait gagné l'édition 96, va rentrer dans la fameuse malédiction de la Juve qui ne sait plus gagner la Ligue des Champions, notamment en finale avec ses 6 finales perdues. Là c'est une demi, mais encore une fois, on commence à sentir, à voir poindre cette malédiction du côté des Juventus. Ça fait 3 grosses déceptions consécutives. Et maintenant on a fini nos mentions, comme on vient de l'expliquer, elles ont été longues mais c'était riche et c'était beau parce qu'on parle de la Ligue des Champions. Et je vous propose qu'on passe directement en 10e position de ce top 10. Allez. Et 10e position, donc vous l'avez vu, Borussia Dortmund, Real Madrid 2013. On est sur un match qui va bientôt avoir ses 10 ans. Ça me donne un coup de vieux, c'est terrible. Ce match, on s'en souvient évidemment tous, c'est un match extraordinaire, une double confrontation extraordinaire. Et c'est un des rares cas où l'aller et le retour sont extraordinaires en termes de dramaturgie, en termes
il y a plein de choses qui se passent à l'aller et au retour. Alors je suis pas complètement d'accord avec toi. Pour moi, et bah, d'ailleurs vous le voyez sur le classement, il y a un élément tout particulier qui fait que ce match-là est très haut, enfin est dans notre top 10. C'est évidemment ce quadruplé de Lewandowski Au match aller, avec une masterclass complète. Je pense que sans cet événement-là, qui n'est absolument pas à minimiser, non. Ce match-là n'est pas dans le top 10. Mais il faut du coup l'accepter comme il est, puisque c'était exceptionnel. Et à côté de ça, il y a aussi, c'est un petit peu l'apogée pour moi du Borussia Dortmund version Jürgen Klopp, qui est là à l'époque depuis 4-5 ans. On va pas trop rentrer dans les détails si vous voulez qu'on vous raconte un petit peu l'évolution et toute cette épopée du Borussia avec Klopp. On avait fait un avec des si. Voilà, on avait fait un avec des si notre Watif. Sur justement le Dortmund-Malaga qui avait eu lieu. Qui est le match d'avant. Voilà, le match d'avant. Donc voilà, je vous laisse rentrer dans le détail exactement, mais c'est vraiment l'apogée de ce match-là, et on est sur une masterclass en termes de jeu, notamment au match aller, où ils étouffent complètement le Real, ils les surdominent, et ça se concrétise par ce quadruplé. Voilà, il y a ce quadruplé de Lewandowski qui est même pas loin du quintuplé, il y a une ambiance folle. Le seul espoir du Real, en fait, c'est Hummels qui l'entretient, parce qu'il fait une passe en retrait pas très bien assurée, et Cristiano Ronaldo va en profiter pour tromper Weidenfeller, mais on est vraiment sur un match aller ultra dominé, on n'attendait pas du tout Dortmund à ce niveau-là. Au retour, Mourinho va mettre un effectif plus offensif, mais Mourinho, on est sur la fin de l'épopée de Mourinho et de l'épopée, je sais pas si on peut appeler ça une épopée, la fin de la période Mourinho au Real, et on est sur vraiment le début des conflits avec ses joueurs. Juste sur le match aller comme le match retour, Casillas et Benzema sont sur le banc, on est sur Diego Lopez dans les buts, Higuaín en pointe, et d'ailleurs, on a ce 4-1 au match aller, au match retour, le Real est pas si loin que ça, et a un but. Alors c'est très bizarre parce que moi j'avais pas de vrai souvenir de ce match retour. Si. En fait, c'est surtout parce que pendant 80 minutes, le Borussia avait réussi à... Et très solide à des occasions. Vraiment à bloquer... Lewandowski qui touche la barre. Ouais. Et au final, le Real met 2 buts à la 83e et 86e. Et donc, il y a ces 5 minutes qui renforcent encore un petit peu plus le côté dramaturgique, mais vraiment pas inquiété plus que ça, quoi. Et au final, il n'y a qu'un but d'écart. Si le Real marquait, il se qualifiait, mais ça aurait été vraiment une vraie injustice selon moi, parce que le Borussia avait largement dominé cette double confrontation, malgré ses 2 buts en fin de match. Pourtant, cette double confrontation, on retiendra évidemment uniquement le quadruplé de Lewandowski. Et puis l'épopée du Borussia. L'épopée du Borussia de club. Écoute, on a fini pour cette 10e position. On va passer en 9e position. Et à cette 9e place, vous le voyez ici, on a un classico. Encore une fois, on retrouve le Real Madrid. On a un classico. Les classicos en Ligue des Champions sont quand même extrêmement rares. Je crois même que c'est le seul. Peut-être, oui, je ne sais pas. Je pense qu'en tout cas, Ligue des Champions de nouveau format, ça doit être le seul. Ça doit être le seul et unique depuis 92, donc depuis la date à laquelle on prend notre top 10. Pourquoi vous voulez vous parler de ce match, Val? Alors, moi je pense que j'ai aussi un petit biais sur ce match-là, parce que il faut contextualiser. On est en 2011, c'est le Barça de Guardiola, et c'est donc une demi-finale de Ligue des Champions, un classico. Et moi, là où je l'ai très bien noté, personnellement, alors on avait une petite différence avec Flo, c'est pour ça qu'il est noté non classé dans ce match-là. Mais d'ailleurs, non classé, putain, on aurait pu le rehausser un petit peu. Sur quelle catégorie? Sur la catégorie... Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. Il est 3ème sur le niveau de jeu, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, moi c'est là où je voulais en venir, c'est sur le niveau de jeu. Donc on est sur vraiment le Barça de Guardiola. Et puis on est un match avant cette fameuse finale contre Manchester United, qui est probablement la plus belle finale proposée par une équipe de football, je pense, quasiment peut-être dans l'histoire du football. À tel point c'était vraiment une masterclass. Il y a un match à voir dans votre vie, je pense que c'est celui-là. En termes de jeu. Ouais. Voilà. Et je pense que en fait, moi, sur le jeu, ce qui fait qu'il est très très haut, c'est probablement à cause de ce biais-là, par rapport à cette finale, qui m'a fait dire, c'est le Barça Guardiola, il faut peut-être le rehausser un petit peu. Mais c'est évidemment pas le seul argument qui fait qu'il est bien classé dans la top. Non, parce qu'il y a un deuxième critère qui le place très très haut, c'est le contexte du match. Et évidemment, un classico en demi-finale de Ligue des Champions, c'est extraordinaire. Mais en plus, ce classico, qui est déjà une des plus grosses rivalités du foot actuel, est dans un contexte très particulier. On est en 2011, on est déjà dans la période où le foot espagnol, que ce soit en club ou en sélection avec l'Aurora, ultra domine le foot mondial et le foot européen. On est au summum de la rivalité. Je pense que jamais la rivalité Real-Barça n'a été aussi forte. Elle est renforcée clairement par l'arrivée de Mourinho qui met le feu aux poudres, à son arrivée sur le banc du Real en 2010.
Sauf que son premier classico, c'est la Manita, la fameuse Manita, le 5-0. On est à 6 mois après cette fameuse Manita 5-0. Il faut aussi se rappeler qu'on est en avril. En avril se joue aussi la finale de la Coupe du Roi qui oppose à l'époque le Barça et le Real. C'est le Real qui va s'imposer. C'est des matchs aller-retour déjà? Non, c'est juste un match aller. En fait, il y a en 2 semaines, en l'espace de 2 semaines, imaginez bien, il y a 4 classicos. Pour les plus jeunes, vous n'avez peut-être pas connu cette période. C'était incroyable. C'est-à-dire qu'on est au summum de la rivalité sportive, de la rivalité dans la haine entre les types. Il y a un désir de vengeance après la Manita. Mourinho se dit cette fois-ci, il n'y a plus à réfléchir. Le Barça est au-dessus, on va dézinguer le jeu. Ça leur porte chance, parce qu'ils jouent très bien tactiquement le coup. Ils vont gagner en prolongation sur la finale de la Copa del Rey. Il y a un match en championnat sur cette période aussi qui va se terminer, je crois, sur un match nul un partout. Mais par contre, en Ligue des Champions, Mourinho, sur le match aller-retour, ne va pas faire le poids. On est au Bernabéu sur le match aller. Ouais, en fait, c'est ça. Et donc on a cité le niveau de jeu, on a cité le contexte du match. Le troisième élément qui va vraiment renforcer la position de ce match-là dans notre top 10, c'est évidemment ce but de Lionel Messi, où il part du milieu de terrain, il dribble 4 joueurs et il va marquer tout seul. Je pense que c'est peut-être une des plus belles années de Lionel Messi, peut-être avec l'année d'après, 2012, où il met son 130 buts là. Il met 2 buts, mais c'est vrai qu'il y en a un des deux qui est incroyable. Il part du milieu de terrain, c'est Maradona à l'époque. C'est-à-dire que vraiment, il fait une petite passe dans l'entrejeu à Busquets. Busquets contrôle, il laisse le ballon sur place. Messi vient lui chercher dans les pieds et il dribble tout le monde, il finit du droit dans le petit filet, une frappe limite tacle, mais quasi c'est forcément pris. C'est incroyable, et surtout que il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, le Real est dans un scénario presque de violence sur le match, on peut le dire. Juste Pepe joue 6, Pepe joue 6, au milieu de terrain on a Lassana Diarra, Xabi Alonso, Pepe. C'est-à-dire que les Modric, les Kroos, Kroos évidemment n'est pas là, mais on n'en parle pas. Là, on est sur 3 milieux défensifs qui constituent le milieu de terrain du Real, on est clairement sur du bétonnage. Sergio Ramos, c'est latéral droit. Le niveau de boucherie, c'était. Ouais. C'est vraiment la rivalité de haine à son paroxysme, quoi. Exactement. Ils se marchent sur les mains et tout. Bref, c'est pas ce match-là, mais c'est vraiment à ce moment-là, quoi. Les mecs se détestent et ça se voit dans la composition et dans l'intensité. D'ailleurs, bien évidemment, Pepe va prendre forcément à l'aller un carton rouge à l'heure de jeu. Et d'ailleurs, pour le coup, il y a énormément d'actes violents de Pepe dans tous les classicos. Il y a pas mal de violence aussi dans ce match-là, proprement dit. Le carton rouge, pour le coup, est un peu litigieux. Il intervient à la 60e minute, à ce moment-là, il y a 0-0. C'est du passif-agressif. Hein. Oui, mais c'est Pepe. Je pense qu'en tout cas, il a un peu payé son CV, le CV du Real à ce moment-là. Maintenant, en termes de niveau de jeu, il n'y a juste pas photo entre les deux équipes. Non. Voilà, il n'y a pas photo. La qualification du Barça est complètement logique. Mais si on a voulu vous la mettre en 9e position, cette confrontation plutôt, c'est parce que voilà, retrouver à ce niveau-là un classico, c'est-à-dire peut-être la plus grande rivalité du foot moderne, dans une demi-finale de Ligue des Champions en aller-retour, c'est fantastique. Et en plus, on a cette opposition de style Guardiola-Mourinho. Dans ce contexte, dans ce niveau de jeu, avec ses joueurs. Ceci explique cela. Et après ce Real Barça de 2011, un autre match beaucoup plus récent, on rentre dans ce top 10 sur un nouveau match de la QV 2019. Un petit match qui fait mal au genou quand même, hein, celui-là. Ouais, alors moi il m'a moins chagriné, je sais que toi il t'a beaucoup chagriné. Ouais, à ce moment-là, je crois que 24 heures avant, moi j'avais eu quelque chose qui m'avait donné des émotions tellement positives que je pouvais plus avoir de chagrin. Amoureux du foot, si vous n'êtes pas amoureux de Tottenham, l'Ajax a bien perdu en demi-finale. L'Ajax est bien fait sortir par le Tottenham de Lucas Moura. C'est terrible à dire. Regardez son état, je vous laisse imaginer l'état qu'il avait ce soir-là. On est un mercredi soir. Je m'étais fait tatouer les cuissons de l'Ajax. Voilà. Après ce match contre la Juve et ce match contre le Real, enfin ces matchs, j'étais devenu un Stelda moi. J'étais devenu amoureux. Il était devenu et pourtant il ne fume pas. C'est fou. Vous dire l'amour qu'il a pour ce club, probablement diffusé par Bertrand Traoré. Mais du coup, on est quand même sur une demi-finale complètement inattendue. Ouais. Pour savoir qui va rejoindre Liverpool. Ouais, c'est ça. Ouais. Ajax Tottenham, à l'époque, c'est vraiment deux outsiders, comme disent les jeunes. Et donc, il y a ce deuxième match retour, où 60e minute, Pochettino fait rentrer Lucas Moura, qui, je ne sais pas, je ne l'explique toujours pas, va inscrire un triplé avec 3 buts qui sont en plus assez jolis. Ouais, 55e, 59e. Ouais, il y a 96. 90, il n'y a plus de coups d'envoi après, quoi. Non, mais il n'y a rien. On pense même que l'arbitre va siffler la fin du match.
et il laisse une action, la balle revient dans les pieds, il tire, Onana peut rien, et puis et l'Ajax craque, et c'est horrible pour cette équipe qui méritait beaucoup plus que... En plus devant son public. Ouais, qui méritait beaucoup plus, en vrai que... Enfin, je pense que c'est plus le cœur qui parle là, mais qui méritait quand même énormément d'aller en finale, qui nous aura en plus offert une finale exceptionnelle, parce que c'est l'année... parce qu'on a une finale pas folle. On a une finale horrible même, je pense que c'est vraiment une des pires finales sur les 10 dernières années, à cause de ce Tottenham horrible, vraiment horrible, je déteste cette équipe. Je sais pas si ça se voit, je la déteste. Ce qui est assez fou, c'est que le match dans sa globalité est dingue. J'ai regardé les statistiques, 24 tirs pour Tottenham, 17 tirs pour le Ajax. Ouais. On est sur un match de ping-pong avec une qualité de jeu assez incroyable. On a d'un côté le jeu ultra léché et très beau de l'Ajax, on a un jeu un peu plus direct, c'est pas affreux, je trouve pas ça affreux, mais on est un jeu sur un jeu plus direct, plus intense. Tu te reposes sur des individualités qui sont largement au-dessus. Je pense que c'est vraiment le prime de Winson, qui a un niveau irréel, on va en reparler un petit peu plus tard, mais qui a un niveau complètement odieux cette saison-là. Et puis tu t'appuies sur... Kane n'est pas là, mais voilà, tu t'appuies sur Eriksen qui est à l'époque très bon, Dele Alli qui joue encore au football. Et tu t'appuies aussi sur une... Je pense qu'elle peut-être aussi fait la différence, c'est que tu t'appuies côté Tottenham sur une base défensive, Lloris qui est champion du monde à ce moment-là, et les Alderweireld, Vertonghen, qui sont déjà des joueurs très confirmés, expérimentés, qui ont plus de 30 ans. Donc c'est des mecs en défense qui... Je crois qu'il y a Ben Davies aussi qui doit être là, qui ont une expérience, et même si De Ligt est monumental, je pense que c'est peut-être un peu ce qui me manque à l'Ajax pour tenir dans les dernières minutes et répondre aux vagues de Tottenham. Je suis même pas convaincu, parce que c'est deux buts qui sortent un petit peu de nulle part, qui sont complètement... les deux premiers buts de Lucas Moura, c'est deux buts qui sont complètement de nulle part, et forcément, après... alors oui, tu peux pas forcément reprocher à des gamins de 20 ans, parce qu'ils avaient tous 20 ans à cette époque-là, de craquer un petit peu sous la pression, de se dire ouais, tu vas peut-être pas aller en finale des Champions. Bah ouais, au final t'y vas, sauf que t'y vas pas parce que le match dure 96e minute, quoi. C'est ça. Donc c'est horrible, c'est vraiment horrible. Moi c'est vraiment une de mes pires désillusions. Donc en termes, c'est pour ça qu'il est, pour moi, il est premier pour nous deux d'ailleurs, il est premier sur les émotions procurées, parce qu'on l'a vraiment vécu comme un traumatisme, et puis et qu'il est très bien placé. Il est deuxième en dramaturgie. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a fait le tour, ouais, juste pour rajouter la petite cerise sur le côté immense frustration pour les Ajaxides, c'est qu'il y a 2 partout à la 60e minute. À la 78e minute, on commence à voir les vagues de Tottenham déferler, mais l'Ajax est quand même dangereux. Lloris c'est immense, et il y a Ziyech à la 78e qui va taper le poteau. S'il y a but à ce moment-là, c'est plié. Et voilà, Lucas Moura va venir doucher les espoirs hollandais. On en a fini pour cette 8e position. On passe au 7. Et on passe au 7. Septième place de notre top 10. On reprend presque les mêmes. On reprend un des deux mêmes. C'est Tottenham. On reste aussi dans cette QV 2019. C'est le match juste avant. Donc on va le quart de finale. Dans le futur. On retourne un petit coup, on va le placer. Le quart de finale. On est juste avant. Quart de finale contre Manchester City. Ouais. Donc, confrontation 100% British. 100% British. Comme Tottenham en finale d'ailleurs contre Liverpool, on en parlait tout à l'heure. Match aller qui se passe comment, Val? Tottenham a gagné 1-0 à domicile. Lloris arrête un penalty en tout début de rencontre. Oui, c'est vrai. Mais en fait, pareil que plein d'autres matchs dont on a déjà cité, en fait, c'est vraiment ce match retour qui est complètement absolument irréel. Juste une stat, il y a 2 partout à la 11e minute. Voilà. 2 partout à la 11e minute. Avec des buts absolument monstrueux. 3-2 à la 20e. 3-2 à la 20e, c'est ce que j'allais dire. Un partout à la 7e. J'ai un souvenir très précis de là où j'étais pendant ce match. On avait été voir le match tous ensemble chez un pote. Et on se disait, mais là, il se passe un truc de malade. On est complètement. Ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et le problème, c'est qu'on parlait de ces 20 premières minutes, ces 10 premières minutes qui sont folles. Limite, ça va par rapport à ce qui va se passer. Dans le temps additionnel. Ouais, dans le temps additionnel. Déjà, avant, il faut contextualiser. Du coup, il y a 3-2 à la 20e minute pour City. Agüero marque un but aux alentours de la 60e minute. 3 passes D pour De Bruyne. 3 passes D pour De Bruyne. Et là, le masterclass de De Bruyne, doublé de Sterling. Absolument réel. Et à ce moment-là, pareil, le flair de Maurice Pochette qui fait rentrer Fernando Llorente, qui va marquer un premier but. Un but un peu litigieux en plus, parce qu'il le marque avec la hanche et on ne sait pas trop s'il le touche de la main, etc. Finalement, le but est accordé. Là, c'est la 73e minute, comme je le lis sur ton ordinateur, Florian. Et il y a ce momentum en 95e minute. Il est bon de préciser que nous sommes en 2019.
et qui est un élément technologique qui a fait son irruption depuis quelques années dans le football moderne, élément qu'évidemment nous n'aimons pas beaucoup. Et on en parlait sur la main la possible main de Llorente, le but sera finalement accepté. Ce qui va décider du sort de ce match extraordinaire tient en 3 lettres, VAR. Ouais, parce que à la 94e minute, je crois, il y a eu une incursion d'Aguero sur le côté droit qui va finir par centrer. C'est Sterling qui va la récupérer, qui va marquer. Donc là, le stade exulte. 4-3. On passe à 5-3. 5-3. Manchester City est qualifié pour les demi-finales. Ils vont aller jouer à l'Ajax. Ça va être Guardiola contre Ten Hag, son fidèle. Comment on peut dire ça? Son fidèle. Un disciple. On peut dire un disciple. Voilà, son fidèle disciple. On va avoir une demi-finale exceptionnelle. Ouais. Et puis notre ami VAR, dont tu parlais il y a quelques secondes, va décider de siffler annulation du but pour un hors-jeu qui d'un ongle. En demi-ongle. Ouais, pas assez quoi. Pas assez. Mais suffisamment pour doucher complètement tout l'Etihad Stadium. Après, on peut parler aussi du niveau des attaquants de Tottenham. Il y a un taux de réussite. Je veux dire, Minson, à ce moment-là, il prend la balle, il tire, il y a but. Parce que vraiment, c'est un cheat code FIFA. Le mec, n'importe où il tire, il y a but, du gauche, du droit. Tu regardes son premier but, dans son deuxième but, c'est une frappe du droit à l'entrée de la surface. Sur un ballon qui arrive en première intention, elle part pleine lucarne, il est absolument monstrueux. On est là, on est dans une réussite maximale. Il ne peut rien lui arriver. Surtout qu'au retour, il faut le dire, Harry Kane se blesse. Harry Kane n'est pas là. C'est pour ça qu'il est absent ensuite contre l'Ajax, on en parlait. Il est blessé, je crois que c'est sur la fin du match aller. Mais en tout cas, il n'est pas là quand il faut pour Tottenham. Et pourtant, Tottenham, avec ses seconds couteaux, Son, Lucas Moura et Llorente, qui encore une fois fait une super entrée, va réussir l'impensable et surtout ce que personne ne veut, au-delà de ce que personne ne veut penser, mais ce que personne ne veut voir se réaliser. Et puis ils l'ont fait, et en plus ils l'ont refait après contre l'Ajax, donc vraiment. En fait, quand on regarde le classement, là, Tottenham, ils sont émotions procurées, premier et quatrième. Je peux vous dire que c'est des émotions qui sont plutôt négatives. Sauf si vous êtes supporter de Tottenham. Oui, mais bien évidemment. Vous n'aimez pas le football, donc vous n'avez pas d'émotion, c'est ça le point. Voilà, sans transition, je crois qu'on a suffisamment parlé de 2019, on va se faire un petit intermède, on va revenir 10 ans en arrière pour parler de notre place numéro 6, Val. Place numéro 6, un choc entre deux géants du foot européen. Pour ceux qui n'ont pas vu ce match, je pense qu'il y a juste 3 mots qui vous viennent à l'esprit sur cette demi-finale retour entre le Barça et Chelsea, saison 2008-2009. Val, quels sont ces 3 mots en anglais? Ah oui, disgrace. It's a fucking disgrace. It's a fucking disgrace, qui seront les mots de Didier Drogba à la caméra une fois le coup de sifflet final donné. Drogba qui prendra, je crois, une assez lourde suspension suite à ce match. Qu'on soit clair. Alors que c'est une fucking disgrace. C'est même 3 fois une fucking disgrace, et on y reviendra. Qu'on soit clair, Val, ce match-là, il a une dramaturgie, un impact historique qui est énorme en termes de qualité de jeu. C'est une demi-finale de Ligue des Champions entre 2 équipes solides. Chelsea est plutôt quand même très défensif, c'est le Chelsea de Gus Hiddink, on ne fait pas rêver. Mais par contre, il y a du Anelka, du Drogba, du Malouda, c'est très solide. C'est très très solide. Au milieu, ça met une intensité folle. Match aller au Camp Nou, 0-0. Chelsea est très solide. Surtout ce que Chelsea arrive à faire sur cette double confrontation, et ça sera pareil au retour, ils arrivent vraiment à très bien verrouiller et museler Lionel Messi, qui ne va pas réussir vraiment à s'exprimer, que ce soit sur l'aller et sur le retour. Mais le côté dramaturgie de cette rencontre, bien évidemment, ce sera le match retour. Ouais. À Stamford Bridge. Sous plusieurs aspects. Sous plusieurs aspects. Il y a évidemment l'aspect très sportif, qui au final, ça renforce encore plus l'aspect dramaturgique de ce match. Ouais. Puisqu'on est à la 89e minute, à ce moment-là, il y a un partout, il me semble, entre Chelsea et Barça. Il y a 1-0. Il y a 1-0 pour Chelsea. Il y a eu 0-0 à l'aller. Michael Essien ouvre le score sur une volée du gauche, pied droitier, absolument extraordinaire, sur une balle qui vient un peu en cloche, sans force. Il est à 20-25 mètres, il met une volée du gauche qui part tout droit, barre rentrante. Valdés peut strictement rien faire. Chelsea est virtuellement qualifié, il suffit d'un but pour que le Barça gagne le match et gagne la double confrontation. Sauf que ce but, il va mettre très très longtemps à arriver. Le Barça trouve pas beaucoup de solutions. Non. Ce but, encore une fois, sur... D'ailleurs, le but est... non. Je
pense que vous voyez de quoi on parle, c'est ce fameux but d'Andrés Iniesta à la 90e minute. Extérieur du pied. Qui prend un extérieur du pied plein lucarne à l'entrée de la surface, un but complètement irréel. Là, t'as le stade qui tombe en dépression. Qu'on soit clair, on est à la 93e, le but incroyable, il est magnifique. Et vraiment, le pire truc, je pense, dans ce match, c'est vraiment le moment où Andrés Iniesta enlève son maillot. Et là, il a un espèce de vieux débardeur horrible. Jaune. Ouais, avec sa tête de mec tout blanc là. Je pense que c'est un hommage à Alberto Contador pour le Tour de France. Exactement. Je vois pas autre chose. C'était horrible. Visuellement parlant, c'était pas beau à voir. Mais limite, mais regardez le but plutôt. On a 2 buts, un en début de match, un en temps additionnel. La dramaturgie est folle. Mais ce qu'on retiendra à ce match, au-delà de cet extérieur du pied d'Iniesta, c'est la fucking disgrace. C'est-à-dire que l'arbitrage, là pour le coup, on aurait bien aimé avoir la VAR, même si on n'en veut pas dans l'absolu, mais pour qu'au moins justice soit faite, parce que à un moment ça se voit sur ce match-là. Il y a 3 erreurs d'arbitrage absolument monumentales en désavantage de Chelsea. On est quand même sur 3 pénaltys oubliés et on parle pas de petits pénaltys. Au-delà de la dramaturgie extraordinaire du vol de la fucking disgrace, il y a un élément aussi qui est ultra important, c'est le contexte de cette demi-finale, mais c'est surtout l'impact historique. On est saison 2008-2009, le Barça commence avec le Barça de Guardiola qui a encore des choix d'ailleurs. Bon, Guardiola a encore des choix à ce moment-là. Iniesta n'en a déjà plus. Ah non, il y en a encore un peu. Peut-être un peu. Il y en a encore un peu, mais bref. Le Barça commence à vraiment dominer la Liga. Le Barça, entre la demi-finale aller et la demi-finale retour, va infliger un 6-2 au Real au Bernabéu. On est dans un contexte où le Barça commence à prendre tout son essor, et cette demi-finale de Ligue des Champions, qui sera ensuite remportée par le Barça à Rome contre Manchester, c'est un peu la bascule, pareil, on parlait de bascule pour d'autres clubs tout à l'heure, c'est le moment où le Barça s'impose de très très bonne équipe joueuse capable de battre tout le monde à meilleure équipe d'Europe, et c'est le début de l'hégémonie du Barça. Bah ouais, et puis c'est surtout, je pense, sans ce but à la 90e, on n'aurait jamais entendu... Enfin, si, on en aurait probablement entendu parler, parce que Guardiola est un génie, et qu'il aurait su remobiliser les troupes, et qu'il aurait été chercher d'autres victoires après. Il a sûrement eu cette victoire en 2011 aussi. Mais c'est le match qui permet ensuite à Guardiola d'aller chercher sa première finale de Ligue des Champions, et donc sa première Ligue des Champions, et qui... vraiment construit l'hégémonie du Barça, et je pense que voilà, on en a entendu parler pendant des années, on en parle aujourd'hui encore dans l'imaginaire collectif, quand on parle, on joue c'est le Barça, quand on dit c'est le Barça, bah voilà, ça vient. C'est ce Barça de 2009 à 2011, voilà. 2012, et d'ailleurs Chelsea prendra sa revanche en 2012. Ouais, exactement. Mais après, je pense pas non plus que si le Barça perd ce match, ça change l'idée de l'imaginaire collectif, mais quand même, c'est pas, t'as une Ligue des Champions, t'en as pas 2, et ça fait quand même une énorme différence. Disons que le côté hégémonie, domination sur le football, domination par le jeu est probablement effectivement largement atténué s'ils ne gagnent pas cette demi-finale contre Chelsea et qu'ils vont pas au bout en 2009. On en a terminé pour cette 6ème position, le Chelsea-Barça demi-finale 2009. Juste pour préciser que sur ce match-là, pour le coup, on a une moyenne qui est un petit peu étrange sur ce match-là, vous pouvez le voir dans le tableau. À la base, moi je l'avais mis beaucoup plus haut, parce que pour moi c'est un peu un événement, enfin ce match, pareil, j'en ai un souvenir très particulier en termes d'émotion, en termes de niveau de jeu, etc. Petit aparté, je peux très bien vous dire, j'étais en voyage scolaire à Barcelone, dans une famille, pour ce match retour. Assez extraordinaire. Pas mal. Et du coup, bizarrement, ce qui est bizarre, c'est que toi tu l'avais mis beaucoup plus bas. Ouais, parce que je trouve que, en fait, qu'on soit pour le Barça ou pour Chelsea, on a soit un sentiment de honte à l'extrême, si on est du Barça, à moins d'être complètement subjectif, mais là l'idée c'est quand même, on a quand même un sentiment un peu de honte quand on regarde avec du recul. Soit on a un sentiment de haine aujourd'hui, quoi, avec les Comores. Oui. On aura peut-être mérité des Comores un jour. Tu vois, peut-être franchement ils auraient mérité. Mais bref, pour cette demi-finale 2009, je sais pas, il y a un sentiment où moi mon émotion est forcément altérée parce que j'arrive pas soit à célébrer l'un, soit à pleurer pour l'autre, parce qu'en fait c'est soit de la haine, soit de la honte, mais. Ouais, c'est vrai. Il y a un scénario qui je vois le raisonnement. Après, c'est vrai que l'impact historique est dingue, la dramaturgie aussi. Donc voilà, il est 6ème au final. Par rapport au final, tu vois, je te fais la réflexion, mais par rapport à ce qui nous attend après, je pense que c'est plutôt un classement assez juste. Voilà. Je trouve. On va passer en 5ème position désormais. Je sens que je vais être heureux là. Je sens que. Je sens mes poils. C'est ton moment, Flo. Ouais, parce que ça va être plus douloureux par la suite. 5ème place de ce top 10, vous le voyez donc. On remonte en 2019 encore, putain, le 4ème match auquel on fait référence dans cette QV 2018-2019. Ça sera le dernier quand même, par contre. Ça sera le dernier. C'est peut-être pas la plus belle opposition, mais alors là en termes de dramaturgie et de rebondissement, on est au top. On est bien sûr sur cette demi-finale de Ligue des Champions. Ligue des Champions 2018-2019.
entre Liverpool et le FC Barcelone de Lionel Messi, Luis Suarez et Coutinho. C'est assez marrant. Ousmane Dembélé qui joue son rôle dans cet aller-retour. Qui joue son rôle, mais je précisais Suarez, Coutinho. Évidemment, Coutinho n'a pas marqué l'histoire du Barça. C'est juste pour préciser que déjà le contexte est particulier. On a deux anciennes gloires d'Anfield qui viennent sur cette double confrontation. Faut dire la réalité, à ce moment-là, Liverpool est dans une lutte pour le titre acharnée avec City. Ils vont finir à 1 point, je crois, à 97 et 98 ou 98 et 99. Mais Liverpool est sensationnel. Liverpool sort d'une finale contre le Real en Ligue des Champions la saison d'avant en 2018. Perdu 3-1. On parlait du parcours de Dortmund de Klopp tout à l'heure. Là, c'est pareil, on arrive sur l'apogée quasiment du parcours. Pas l'apogée, parce que c'est vrai qu'il y a l'année suivante où ils sont champions aussi. Mais on est en plein dans l'hégémonie de Liverpool, que ce soit en championnat ou en Europe. Enfin, pas en championnat, parce qu'en championnat, il y a City aussi, mais... On les sent en prix d'une mission. Ils veulent gagner le championnat pour la première fois depuis plus de 30 ans. Ils veulent gagner le championnat pour la première fois depuis plus de 30 ans. Ils veulent gagner la Ligue des Champions après l'avoir perdu un an auparavant contre le Real. Se profile ce match contre le Barça. Le Barça a connu sa première démontada, donc la remontada dans l'autre sens, on va dire, avec la Roma, dont on a parlé tout à l'heure. On n'est clairement pas sur un grand Barça, Val. Alors c'est paradoxal parce qu'on n'est pas sur un grand Barça, mais il y a quand même ce match aller où il gagne 3-0. Alors, c'est pas le Barça qui gagne 3-0. Non. Je pense que c'est plus Lionel Messi qui... Je pense que c'est complètement Lionel Messi, honnêtement. C'est un triplé? Non, c'est un doublé. C'est un doublé, je crois que c'est Suarez qui met c'est Suarez qui ouvre le score, je crois. Et en fait, dans le dernier quart d'heure, Lionel Messi va décider juste de dire bon, en fait, les gars, le dernier quart d'heure, il est pour moi. Voilà. Il met un coup franc sensationnel, tu le disais. Comme ce qu'il avait fait contre le Bayern avec Boateng, où il le fait tomber là, où ils sont menés pendant tout le match. Ils mènent 1-0 pendant tout le match alors qu'ils sont dominés, et pareil, il met 2 buts à la fin. Exactement. Là, c'est exactement le même contexte. Ce qui est bon de dire, c'est que sur ce match aller, on a des absents côté Liverpool et une compo un peu étrange. On a Wijnaldum qui joue en faux numéro 9, parce que Firmino est absent. Ouais. Et Henderson, qui est pourtant le capitaine, est sur le banc, qui va avoir son petit impact sur le reste de la double confrontation. On a ce match retour à Anfield, et là Anfield prend toute sa mesure qu'on peut lui connaître, ce côté mystique. Non mais c'est vrai, voilà, vous avez probablement vu quelques années avant le Liverpool. Non mais ce qui est important dans le football, c'est les émotions. Borussia Dortmund en Europa League. Il y a ce match retour qui est absolument sensationnel. Juste avant de commencer sur le contexte du match retour, 3-0 à l'aller pour le Barça. Liverpool se présente avec une attaque Origi, Shaqiri, Mané. C'est-à-dire que Salah, qui est le meilleur joueur de l'équipe, et Firmino, qui est le rouage ultra important dans cette attaque à 3, ne sont pas là. Et pourtant, avec Origi et Shaqiri, qui jouent très très peu, qui marquent très très peu cette saison-là, et Liverpool va réaliser l'exploit. Tout de suite, on voit le pressing insufflé par Klopp, on voit qu'Anfield est clairement dans la place. Et dès la 7ème minute, c'est Origi qui ouvre le score sur une frappe détournée de Henderson. D'ailleurs, Henderson est ultra important parce qu'il est remplaçant à l'aller. Il apporte une grinta au milieu de terrain sur le retour qui est absolument extraordinaire. C'est lui le capitaine de l'équipe. Et on le voit très clairement. Il apporte le premier but à la 7ème. On n'est que à 1-0 à la mi-temps. On est encore loin de l'exploit. À la mi-temps rentre Georginio Wijnaldum qui va inscrire un doublé. 54e, 56e minute. Donc là, dès la 56e minute, on remet les compteurs à 0. On est à 3-0. Et Liverpool continue de marcher littéralement sur le Barça. Le Barça a quelques situations quand même. Alisson est assez merveilleux sur cette rencontre. Mais voilà, on sent clairement que la roue a tourné. Et c'est Origi qui va inscrire lui aussi un doublé comme Wijnaldum sur un corner très malin d'Alexander Arnold qui a que 20 ans à ce moment-là. Et voilà, c'est probablement un des plus grands rebondissements et un des plus grands retournements de situation de l'histoire du foot. Ouais, bien sûr. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Alors, pour recontextualiser un peu le match, enfin, le niveau de jeu, et c'est pour ça que, notamment, qu'il est non classé dans notre classement par rapport au niveau de jeu, parce que c'est vraiment... Deux matchs à sens unique. Ouais, mais au-delà de ça, on est vraiment plus sur du hurrah football. Enfin, le match aller, à la limite, il y a une vraie domination de Liverpool qui se concrétise pas, mais sur le match retour, c'est vraiment, ça part un peu dans tous les sens. Il n'y a pas de vrai... c'est le hard rock football de Voilà, mais ça part dans tous les sens, et il n'y a pas de vrai schéma tactique mis en place, etc. C'est pour ça que, dans le niveau de jeu, nous, on l'a mis très très bas. Après, c'est clair que sur l'émotion, voilà, c'est un match, tu passes de 3-0 à 4-0, avec en plus en fin de match... à Anfield, dans une ambiance... Avec des seconds couteaux. Ouais, avec des seconds couteaux. Bon, t'as toute une dramaturgie autour de ce match qui est assez dingue. Une ambiance de fou. Donc toi, je pense qu'en termes d'émotion, c'était quand même génial. Ouais. Voilà, mais du coup, pas grand-chose d'autre à rajouter sur le fait que forcément, il est très très haut. Et puis, il y a aussi tout un impact historique.
Aujourd'hui, on a énormément parlé de la remontada du Barça. Maintenant, on parle beaucoup plus de la... Enfin, si on continue à parler évidemment de cette remontada, mais on parle des deux remontadas subies par le Barça. Deux remontadas subies par le Barça. À la limite, celle de la Roma avait fait beaucoup moins de bruit parce que c'était la Roma sans vouloir les dénigrer, etc. Mais là, c'est Liverpool, c'est en demi-finale. Alors que tu es déjà quasiment qualifié, c'est énorme, quoi. C'est monstrueux, avec des seconds couteaux, une équipe de Liverpool qui était magnifique à voir. Et puis, Lionel Messi... Voilà, il y a tout un... Affronter Suarez et Coutinho, il y a aussi voilà, un contexte là-dessus. Suarez est sifflé en field alors que c'est une gloire du début des années 2000. Sûr, hein. 10. Donc voilà pour notre 5e position. Il n'a pas pleuré. C'est la première fois qu'il parle de ce match, on pleurait. J'ai pas pleuré, par contre je pense que j'avais pleuré beaucoup plus haut. Je pense que j'avais pleuré beaucoup plus haut, mais avant de pleurer beaucoup plus haut, on va passer en place numéro 4. Place numéro 4, vous le voyez, un choc, c'est un... Alors peut-être un match un peu plus vieux. Ouais, un peu plus... Peut-être une petite surprise. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, moi, enfin, je pense que tu l'as aussi, on a un petit peu ce biais par rapport à notre âge qui fait que des matchs qui ont eu lieu au début des années 2000 et pendant les années 90 sont peut-être un peu moins valorisés, aussi peut-être parce que... ah oui, c'était un élément que je voulais parler justement dans ce top 10, c'est que probablement qu'on a un biais aussi parce que pour moi, il y a un avant 2009 et un après 2009 parce qu'il y a Pep Guardiola qui arrive, qui va révolutionner le football, qui va entraîner avec lui toute une génération d'entraîneurs. Je te parle de Jürgen Klopp, je te parle aussi de toutes les écoles allemandes, enfin toutes les écoles de jeu allemandes qui sont en train de se développer. Tu as l'arrivée de grands entraîneurs qui se met en place. Ça aurait pu être en 2004 avec Mourinho. Moi, je pense que c'est plus par rapport à 2009 et je pense que d'ailleurs on le voit dans notre classement parce qu'il y a beaucoup plus de matchs qui ont eu lieu après 2009. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a un biais par rapport à tous ces matchs un peu plus récents. C'est parce qu'il y a eu Guardiola, et ça va faire plaisir à Alex, je pense qu'il va kiffer que je dise ça. Mais voilà, il a tellement révolutionné le jeu que ça a impacté aussi toute la dernière décennie. Et la conclusion de ça, c'est évidemment ce top 10. Exactement, et là du coup on va parler d'un de nos rares matchs, si ce n'est le seul, qui est avant cette époque 2009. Ouais. Où Guardiola révolutionne un peu le football moderne et entraîne derrière lui un nombre d'équipes et de coachs. C'est un des matchs un match assez légendaire, c'est-à-dire que la dramaturgie de ce match c'est peut-être pas énorme, c'est le Manchester Real, la demi-finale de 2003. Ouais. Le quart de finale, pardon. Quart de finale. En 2003, c'est une double confrontation qui est extraordinaire. Déjà, elle est extraordinaire parce que... Le contexte. Les deux clubs. Ouais, les deux clubs qui sont déjà Mourinho, enfin on a expliqué un petit peu la situation de Ferguson en 99, en 2003 elle est évidemment la même si ce n'est plus haute. Il est sœur déjà. Il est sœur, sa sœur Alex Ferguson. Mais il a gagné cette fameuse Ligue des Champions en 99, il a gagné d'autres titres de championnat depuis, c'est vraiment un des plus grands entraîneurs de l'histoire déjà, d'ores et déjà, qui arrive face au Real, le début des Galactiques, Raoul, Zidane, Ronaldo sont déjà là. Figo est déjà là, et il en manque un. Qui est de l'autre côté sur ce match-là. Qui est David Beckham, qui va signer au Real 3 mois après. Donc il y avait déjà toutes ces rumeurs de transfert. Donc on arrive dans un contexte dans les deux plus grands clubs du monde. Beckham qui est d'ailleurs en conflit avec Ferguson déjà à ce moment-là, puisqu'il commence sur le banc. En tout cas, le match retour. Ouais. Et tu le disais, on est sur deux clubs qui sont parmi les plus grands, si ce n'est les deux plus grands de cette époque-là. Mais on est sur deux clubs avec une stratégie et une construction d'équipe et d'effectifs complètement différente. On est sur cette époque où Ferguson base sa réussite sur la classe de 92. On en parlait tout à l'heure, les Neville, les Giggs, les Scholes, les Beckham. De l'autre côté, on a un Real qui est le Real de Florentino Pérez, première époque, le Real des Galactiques, première époque, où l'idée c'est juste de recruter les meilleurs joueurs le plus cher possible et de les aligner ensemble. Quitte à faire des déséquilibres énormes dans l'effectif. Bien sûr, ouais. Et donc voilà, ça explique un petit peu aussi pourquoi il est aussi haut, notamment le contexte qui est dingue à cette époque-là, c'est pour ça que nous on l'a mis 3ème au classement. Il y a un 3-1 au match aller au Bernabéu pour le Real. Figo, doublé de Raoul, et je crois que c'est Van Nistelrooy qui était à l'époque l'attaquant phare de Manchester. Mais le point culminant, c'est vraiment ce match retour. C'est le match retour. On sent pas forcément sur ce match retour, voilà, 3-1, il faut que Manchester mette deux buts d'écart ou plus à partir du moment où ils prennent un but, donc ça, la donne est quand même compliquée, même si c'est à demi-style. Ouais, on n'est pas, enfin, là où tu veux en venir, Flo, je pense que c'est vraiment sur l'aspect dramaturgie, scénario. On n'est pas sur un retournement de situation. On n'est pas sur un retournement de situation. Il se passe pas une remontada comme on en a parlé avant. Il se passe pas un but à la dernière minute, des trucs de malade.
Mais déjà, il y a un match de dingue. Alors, pas forcément. Enfin, si, en termes de niveau de jeu, tu as un match de dingue. Ouais. Et surtout, un niveau de jeu par rapport à certains acteurs, notamment un qui va illuminer le match de toute sa classe. C'est Ronaldo. C'est Ronaldo R9, ouais. Qui inscrit un triplé sur ce match-là. Ouais. C'est pas le Ronaldo le plus virevoltant, c'est pas le Ronaldinho de l'Inter, c'est pas le Ronaldinho du Barça qui a une facilité technique, mais parle de Ronaldo là, t'as dit Ronaldinho. Ronaldo pardon, qui a une facilité technique liée à cette vitesse et cette puissance. Il s'est déjà fait les genoux. C'est un Ronaldo qui a évolué dans son jeu, mais par contre qui reste un tueur absolu devant le but. Et Barthez, qui est à l'époque le gardien de Manchester, va juste prendre 3 buts et ne peut rien faire sur les 3. Il y en a 2 qui sont complètement pour Ronaldo. Il y en a un, c'est un très mauvais mot collectif, mais il y a une frappe au premier poteau et une frappe enroulée, semi-enroulée en force dans la lucarne presque, qui est assez extraordinaire. Et de l'autre côté, pourtant, Manchester fait un bon match aussi, juste ils sont pas capables de canaliser ça. Par contre, ils montrent la faiblesse et le déséquilibre des Galactiques, parce que c'est une équipe qui est très portée vers l'offensive, qui subsiste dans ce match-là et qui résiste grâce à Ronaldo. Mais si Manchester gagne ce match retour, bien qu'ils n'arrivent pas à se qualifier, c'est parce qu'il y a une force collective qui est supérieure. Il y a Elguera qui met un contre son camp, Van Nistelrooy marque encore, et tu le disais tout à l'heure, il y a un homme qui commence le match retour sur le banc, c'est David Beckham. Il rentre à 20 minutes de la fin, un peu moins, un peu plus. Probablement un des meilleurs joueurs du monde. Hein. Exactement, et qui, à peine rentré, sème la révolte. Il met un coup franc extraordinaire, barre rentrante. Ensuite, il inscrit un deuxième but un peu plus raccro, mais c'est lui qui change un peu la phase du match. Et effectivement, on le disait tout à l'heure, le côté dramaturgie n'est pas là parce que le Real tremble pas vraiment en finale dans ce match-là. Il manque quand même 2 buts. Non, il manque un but à la fin, je crois, mais... Non, il manque 2 buts parce que si le match se termine à 4-3, il faut 5-3, avec les 2 buts d'écart, avec le but à l'extérieur, le Real passerait quand même. Donc il manque 2 buts. Le Real tremble pas vraiment. Par contre, on peut se demander qu'est-ce qu'il en aurait été si David Beckham est titulaire sur ce match aller. Bien sûr. Non, mais il faut comprendre pourquoi on a mis ce match aussi haut. Alors peut-être que ceux qui nous écoutent ne le connaissent pas forcément. Il y en a qui doivent se dire ah putain, ils l'ont mis, oh c'est cool. Mais voilà, c'était un niveau de jeu vraiment assez intéressant. Il y a une évolution par rapport au Manchester de 99 qui était très axé kick and rush. Après chacun son football, mais moi je trouve pas ça terrible. Et il y a une évolution dans le niveau de jeu. Alors il y a certes des déséquilibres, notamment du côté Real, c'est ce que tu expliquais, mais tu as des individualités qui ressortent, qui sont à un niveau exceptionnel. Ronaldo, voilà. Zidane et je crois qu'il fait 2 passes sur le match. Même Guti est à un niveau absolument stratosphérique aussi sur ce match-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il se situe très haut, qu'il se situe peut-être même au-dessus de ce Liverpool-Barça. Alors, chacun aura... De toutes les manières, je pense que sur les 4, 5, 6 matchs qu'on va évoquer, qui feront le top 6, chacun a sa Non, mais même on est dans un mouchoir de poche, nous, quand on a fait notre classement. Voilà, les classements correspondent à un certain nombre de points. Quand on regardait les totaux de chaque point, tout était assez proche, il n'y avait pas d'énormes différences. On a essayé de tempérer aussi, d'ajuster en fonction de nos envies, mais c'est des matchs qui sont de toutes les manières très très hauts au niveau footballistique. Donc voilà, ça dépend des affinités de chacun, mais c'était pour aussi contextualiser par rapport à ce match, les attentes au début du match, le contexte, les deux équipes, les joueurs, les performances individuelles. Voilà, c'est pour ça que ça va très très haut dans notre classement. Exactement. Val, on a fini sur cette 4ème position avec ce quart de finale, Manchester-Real. On va passer sur le podium. Ouais, allez. Et pour ouvrir sur ce podium, vous le voyez à nouveau Liverpool. Et oui, alors cette fois-ci c'est une défaite, c'est une élimination, mais Liverpool est un de ces clubs mystiques, magiques, qui peut vous donner un nombre de matchs à élimination directe assez fou. Alors quand on a fait notre présélection de 27 au début, il faut quand même préciser que Chelsea était quand même beaucoup là aussi. Hein. Chelsea était beaucoup là, on a pas mal de Real aussi, alors on retrouve forcément toujours les très grosses équipes, mais c'est vrai que Liverpool a cette donnée d'être capable d'essayer de renverser l'impossible. Et pour cette demi-finale, ce quart de finale pardon, de 2008-2009 contre Chelsea, ils n'ont pas été loin de renverser une montagne. Juste avant de vous parler du match retour, cet affrontement Chelsea-Liverpool, Val, je ne sais pas si toi tu t'en souviens, moi qui suis énormément Liverpool, il y a un contexte très particulier, c'est que les deux clubs ont une rivalité sportive logique, mais très imprégnée par la Ligue des Champions. C'est-à-dire que les deux clubs se jouent en 2005 quand Liverpool va au bout, le miracle d'Istanbul, la demi-finale, et gagner. Tu veux dire entre eux? Ouais, entre eux. Et gagner contre le Chelsea de Mourinho, avec le but déterminant qui est ce but fantôme de Luis Garcia. Surtout à ce moment-là, ouais. Voilà. Depuis, c'est vrai qu'un peu moins. Le but fantôme en 2005 de Luis Garcia en demi,
qui permet à Liverpool de passer. En 2007, Liverpool passe à nouveau contre Chelsea en demi pour atteindre la finale à nouveau contre Milan, cette fois-ci perdu. Il passe au tir au but contre Chelsea. Et la saison suivante, encore une fois, en 2008, cette fois-ci, c'est Chelsea qui élimine Liverpool en demi, avec notamment un contre son camp en prolongation alors je sais pas si c'est en contre-prolongation ou pas, mais de Jordan Henderson. Et donc il y a ce match aller, cette victoire 3-1 de Chelsea à Anfield, et pourtant Liverpool, sans Gerrard qui est blessé, va sembler capable de renverser le grand Chelsea à Stamford Bridge. Alors, oui et non. Alors moi je suis pas complètement d'accord avec ce que tu dis, parce que du coup quand j'ai regardé le résumé, en fait il y a cette dramaturgie, parce que c'est à Stamford Bridge, t'as un public de dingue, enfin t'as un public qui est très, très, très véhément à ce moment-là, puis t'as des joueurs, etc. Et puis il y a une évolution dans le score qui devient complètement fou, parce qu'il y a plein de buts à gauche à droite. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Liverpool n'est jamais virtuellement qualifié. Ouais, Par contre, à 2 moments, et notamment à 10 minutes de la fin, ils sont à un but de décrocher la qualification. Ouais, mais il y a un moment, il y a 5 minutes où tu y crois, mais en fait Lampard arrive, marque son but assez exceptionnel d'ailleurs, une frappe de 25 mètres. Et là c'est fini, il n'y a plus rien et c'est terminé. Et au final, pendant toute l'évolution du match, quand je me fais le résumé, je regarde les matchs, j'ai dit putain, les mecs il y a des buts de ouf, les mecs célèbrent et tout, etc. Mais il n'y a aucun moment où en fait tu crois. À 0-2 à 3. Toi, oui, je pense, mais après coup, tu vois, moi je l'avais vu le match en direct. C'est vrai que quand je l'ai regardé là en résumé, je me suis dit, ah ouais, bon, ok, voilà, il n'y avait pas trop cet aspect dramaturgie. Et d'ailleurs, au final, ça se voit un petit peu sur les classements, parce que il a un classement assez, alors pas neutre, mais vraiment moyen partout, tu vois, 5ème, 7ème, 6ème, 7ème, c'est des classements, tu vois, t'es pas non plus dans les extrêmes à chaque fois, t'es sur un match de très haut niveau, ça joue très bien, t'as un score qui est fleuve, etc. Mais t'es pas non plus, t'as une émotion qui est bah, toi encore plus, mais tu vois, pour un personne un peu lambda, enfin neutre, je veux dire, pas lambda, t'as pas ce truc de folie, de malade. Mais tu vois ce que tu veux dire. Après, moi, pour le coup, alors c'est potentiellement, enfin, et probablement parce que je suis aussi très supporter de Liverpool. Il y a cette sorte de retour improbable, ce match, en fait. Là où je suis d'accord, c'est que peut-être qu'on n'a pas le sentiment que c'est possible, mais par contre on a l'impression que ce match, tu le fais durer 180 minutes, il y aurait 8-8. Ouais, c'est possible, ouais. Mais je pense que c'est vraiment là-dessus que ça marque des points, c'est qu'à un moment, tu perds un peu le contrôle de tout, mais en même temps, t'as pas cet espoir-là. Donc c'est bizarre, c'est un sentiment un peu mitigé, moi, sur ce match-là, parce que c'est quand même un match de très très haut niveau, une demi-finale, t'as un contexte qui est dingue, etc. Mais t'as pas le truc qui fait que, en termes d'émotion, tu passes dans les très très grands matchs, tu vois. Moi j'avais beaucoup plus d'émotions sur l'Ajax, Tottenham, sur l'Ajax, sur le City. Moi beaucoup plus, mais parce que j'ai une affection. Oui. Après, effectivement, je peux te rejoindre sur le côté. On pensait moins que c'était possible. En plus, on était dans une époque où, à l'époque, à ce moment-là, les remontadas, ce qu'on peut appeler ça, ou les comebacks, étaient pas dans le même contexte. Aujourd'hui, dès qu'on voit une équipe mettre 2-0 à l'année, on se dit ils vont prendre 3-0 au retour. Ouais, à l'époque, c'est pas exactement la même chose. Chelsea, une équipe qui, en plus, sur le papier, est quand même bien supérieure à Liverpool. Maintenant, moi, en tant que supporter de Liverpool, quand j'ai terminé ce match, et malgré l'élimination en demi. Oui, bah t'es défaite, c'est normal. Non, justement. Ah bon ? J'étais fier d'avoir vu ce match. Okay. J'étais heureux parce que j'avais vu un match qui m'avait soufflé. J'étais sur le cul après ce match, et c'est une époque où Liverpool est assez monstrueux, puisque Liverpool, je crois qu'il finit 2ème, mais genre 2 semaines avant ce match-là contre Chelsea, ils mettent 4-1 à Old Trafford à un Manchester United qui va finir champion. Et surtout, petite anecdote, c'est que ce match-là, donc le retour, le 4-4 fantastique contre Chelsea à Stamford Bridge, il doit être il est un mardi ou un mercredi. Et il y a eu un match en retard, un match décalé le lundi, Liverpool-Arsenal, qui se termine également à 4-4 en championnat, avec un quadruplé d'Archavine. C'est celui-là. Ouais, c'est marrant. Voilà, en une semaine, Liverpool fait 2-4-4, un contre Chelsea, un contre Arsenal. On est sur une période assez extraordinaire. Maintenant, effectivement, s'il y avait eu un retournement de situation en plus de ce score fou, je pense qu'il aurait été chercher une place encore plus haute sur ce podium. On a entamé le podium donc avec ce Liverpool-Chelsea, quart de finale 2009. Aussi, le quart de finale joue un petit peu, peut-être que ce soit pas une demi. Ah oui, j'ai dit une demi tout à l'heure. Non, c'est un quart de finale. Puisque la Chelsea ira se faire sortir, on en parlait tout à l'heure, en 2009, le Chelsea de Gus Hiddink contre le Barça de Guardiola. Je vous propose de passer en place numéro 2. Bon, habituellement c'est Flo qui fait les introductions, là il m'a
gentiment demandé de le faire parce que bon, je crois que c'est un moment un petit peu difficile. Je pose ce micro. C'est évidemment le Barça PSG 2017, cette fameuse remontada. On va vraiment passer assez rapidement sur ce match-là parce que c'est vrai que bon bah tout le monde connaît. Merci. Tout le monde connaît. Non mais en vrai, on en a déjà tellement parlé. On l'a fait en long, en large et en travers. Juste vous expliquer rapidement pourquoi est-ce qu'on l'a mis aussi haut. Bah évidemment, il y a cet aspect dramaturgique. Alors il y a le match, on revient pas rapidement, mais bon, 4-0 à l'aller, 600 au retour, la remontada. Probablement à l'aller le plus grand match du PSG sous QSI qui étouffe le Barça. Exactement. Et un PSG sans star. Sans Mbappé, Neymar et sans Ibra qui est déjà parti. Draxler qui marque, etc. Draxler, Cavani, Neymar. Voilà. Mais donc il y a cette dramaturgie, on va évidemment pas revenir dessus, vous savez de quoi c'est, les 3 buts en 7 minutes à la fin, le but de Zé Roberto, Neymar, etc. Voilà. De Sergio Roberto. Ouais. Sergio Roberto. Donc l'aspect dramaturgique, vous savez pourquoi. L'aspect historique, on l'évoquait il y a quelques instants avec Flo. Avant ce match-là, il n'y a pas cet aspect de remontada. Quand tu es en Ligue des Champions, je reprends l'exemple de Flo, tu mènes 2-0 à l'aller, tu gagnes 2-0, c'est sûr que le retour, tu vas gagner 3-0, ça va être une formalité, etc. Après ce match-là, il se passe un truc dans l'imaginaire collectif, dans la culture foot européenne, où tout devient possible. À jamais les premiers. À jamais les premiers. Et on le voit sur les saisons d'après. Regardez le nombre de matchs que nous on a entre 2017 et 2020, parce qu'il y a des remontadas. Voilà, c'est un changement de culture, c'est un changement de... Il y a un avant et un après remontada. Tout est possible. Tout devient possible dans le football. Et bon, c'était déjà le cas avant, évidemment, il y en a eu des remontadas avant, mais là, c'est vraiment... ça s'est démocratisé, quoi. Tout le monde peut le faire. Donc sur l'impact historique, il y a aussi évidemment le Barça qui n'a absolument pas su se renouveler après ce match-là. Ce match-là en plus qui conduit au transfert de Neymar en mode vengeance du PSG. L'aspect économique, etc. Voilà, c'est un club qui se détruit à petite goutte après ce match-là. Et le troisième émotion, c'est évidemment, à moins que vous soyez... le troisième critère, c'est à moins que vous soyez supporter du Barça ou de Marseille. c'est évidemment les émotions. Alors, bon, dans ce cas-là, c'est vraiment des émotions plutôt négatives. Même moi qui suis plutôt neutre, enfin même complètement neutre, j'étais un petit peu déboussolé à la fin de ce match. Donc vraiment, ça m'a montré que c'est le football à l'état pur, quoi. Ma plus longue gueule de bois. Ouais. Mais voilà, bon bref. La dramaturgie, l'impact historique, l'émotion procurée, vous le voyez dans le tableau, le contexte du match, le niveau de jeu, c'est pas des trucs qui nous ont marqué plus que ça. C'est nous classé, c'est 14e, c'est pas très intéressant. Vous savez pourquoi ce match est aussi haut dans ce classement. On voulait pas s'attarder trop longtemps, on voulait juste vous expliquer globalement pourquoi est-ce qu'il est. Exactement, et moi j'ai juste une stat pour renforcer ceci, c'est complètement fou, c'est que Kevin Trapp est le joueur avec 50 ballons qui a touché le plus la balle du côté du PSG. Plus que Marquinhos, plus que Verratti. Non mais c'est complètement fou, fou. Ce match est irréel et malheureusement c'est tombé sur nous. Heureusement on a eu le retour. Et j'ai encore mieux, dans ces 7 dernières minutes, le joueur qui touche le plus de ballons côté PSG, c'est Cavani, parce qu'il fait les 3 engagements. Non mais c'est terrible. C'est terrible, en plus c'est terrible parce que ça nous a... Je pense que sans ça je suis pas sûr qu'on aille chercher Neymar. Donc c'est d'autant plus terrible. Ouais. Maintenant heureusement... non, faites pas ça, arrêtez. Enfin si, mais pas pour ça. Non, regardez pas ça. Non. Définitivement pas. Et non, ce qui est assez fou, Val le disait, c'est que par contre, ça met la petite graine et derrière, on a une flopée de remontada, de comeback, de matchs incroyables en Ligue des Champions dans la foulée. Et notre retour de karma, notre petite joie en tant que supporter du PSG, c'est que le Barça en prend les 2 années d'après. On en parlait contre la Roma en 2018, contre Liverpool en 2019. Et même le PSG va avoir sa petite vengeance, même si se venger d'un 6-1, c'est impossible de ce qui s'est passé. Mais c'est la saison dernière, 2020-2021, avec la qualif contre le Barça, grâce notamment au 4-1 au Camp Nou. Bon, Val, voilà, très rapide, on a parlé de ce numéro 2, je suis très heureux d'en avoir parlé. On va passer sur notre numéro 1, qui est une petite surprise. Oui. Allez, c'est parti. Et bien, le numéro 1 de ce top 10 sur les 10 plus grandes confrontations en aller-retour de Ligue des Champions depuis 92, c'est le Barça-Inter de 2010. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de score fleuve, il n'y a pas une dramaturgie de dingue, le jeu c'est pas le plus beau jeu et les plus beaux matchs, quoique on y reviendra en termes de jeu, mais ce match il est incroyable. Pourquoi il est incroyable? Il y a ce contexte avant tout qui est absolument extraordinaire parce que c'est l'Inter de Mourinho, c'est le Barça de Guardiola. On sait que Mourinho va signer à au Real dans 3 mois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un avant Guardiola, il y a un après Guardiola.
Mais quand on arrive en 2004, il y a aussi un avant Mourinho et un après Mourinho. Il vient révolutionner le jeu, et c'est vraiment les deux entraîneurs révolutionnaires de cette décennie-là qui viendront vraiment changer les mentalités et notre façon de voir le football. Et c'est quasiment, je crois que c'est la première confrontation entre ces deux entraîneurs à ce moment-là. Ah bah oui, c'est sûr, parce que Guardiola il arrive sur le banc en 2008. Oui, c'est ça. Et voilà, donc en tout cas, voilà, c'est la première confrontation entre ces deux entraîneurs révolutionnaires. Donc il y a un contexte de match qui est absolument exceptionnel. On l'a mis premier parce que il y avait ce Real Barça aussi qui est deuxième en 2011 dont on a parlé tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment la première confrontation et il y a quelque chose. Il y a Messi. Juste avant, il y avait déjà eu le transfert entre Ibra et Eto'o qui. Il y a ce transfert qui rajoute énormément. Qui, quand on le revoit 10 ans après, Ibra contre Eto'o plus 50 millions d'euros, 60 millions d'euros, c'est complètement irréel. C'est complètement fou. Mais Val le disait, il y a ce transfert qui rajoute un contexte. Déjà, même au-delà du contexte, on est sur un Inter qui est champion en Serie A, qui va être champion pour une deuxième fois de suite cette saison-là, mais qui est très costaud. Il n'y a pas à dire. C'est un Inter de vétérans, c'est un Inter qui sait ce qu'il fait, qui est très solide. Mais en face, le Barça sort d'une saison 2008-2009 avec Guardiola où Messi explose littéralement les compteurs. Où le Barça gagne tous les titres et toutes les compétitions sur lesquelles il est engagé. Il gagne 6 titres en 2008-2009, c'est complètement fou. Et au moment du match aller contre l'Inter, qui se jouera à Giuseppe Meazza, donc San Siro en Italie à Milan, le Barça arrive, on est quand même au mois de fin avril, début mai, le Barça arrive avec seulement 3 défaites au compteur. Sachant que la première défaite de la saison du Barça, elle arrive au mois de février à Vicente Calderón contre l'Atlético. Ouais. Donc on est sur une saison du Barça qui est une des plus grandes saisons de l'histoire du football en club. Le Barça est monstrueux, on donne franchement pas cher de la peau de l'Inter. Hein. C'est ça. Et l'Inter va gagner le match avec 3-1 dans son stade à Giuseppe Meazza. C'est fou, Busquets qui est muselé pendant tout le match. Mais pour le coup, c'est une vraie masterclass de la part de Mourinho par rapport à Guardiola. Le match aller, clairement. Il muselle complètement Busquets, qui était vraiment le fer de lance de cette équipe. Et voilà, en termes de niveau de jeu, bon, on n'est pas sur. Il est que 9ème dans le classement, mais on est quand même à un niveau de masterclass vraiment tactique qui est hyper impressionnant de la part de Mourinho. Alors c'est pas le jeu c'est pas le jeu de Guardiola, on va se le dire. Non, mais c'est très impressionnant et parce que c'est très efficace. Et c'est pas non plus littéralement, en tout cas sur le match, c'est pas un bus complet non plus. Non, mais c'est pas l'efficacité comme l'a été efficace le Tottenham de Pochettino là sur cette fameuse campagne 2019. C'est une efficacité qui est quand même assez belle à voir. Il y a Schneider au milieu de tout ça qui rayonne de toute sa classe, qui doit être Ballon d'Or quasiment cette année-là, ou alors si c'est pas lui, c'est Iniesta. En termes de beauté de joueur, on est quand même sur des équivalents assez. Voilà. Donc c'est pas affreux. Tout à l'heure, tu parlais de Mourinho qui a, avec son Porto de 2003-2004, arrive et met une claque à tout le monde et met une vraie révolution dans le coaching. Je pense que moi, c'est son sommet. Alors, il y a forcément cette Ligue des Champions 2004 avec Porto, il y a ces années à Chelsea au début, mais je pense que cette double confrontation et ensuite la victoire contre Bayern, parce que l'Inter va se qualifier et va remporter la finale contre l'Inter avec un doublé de Milito, c'est pour moi le sommet et surtout le match aller de Mourinho. Et ensuite, Mourinho va arriver au Real et ça va être un long déclin ensuite pour lui. Et à l'inverse, Guardiola, lui, va continuer à s'établir. Mais ce qui est fou, c'est que donc il y a ce 3-1 à l'aller. On se dit quand même, c'est possible pour le Barça. Une victoire de 0 du Barça au Camp Nou serait suffisante au Blaugrana pour se qualifier. Et là, l'Inter arrive à Barcelone dans un environnement ultra à l'encontre de l'Inter. C'est-à-dire que l'hôtel est pris d'assaut. C'est très hostile. C'est ultra hostile de la part des supporters barcelonais. L'hôtel est vraiment pris d'assaut. Il y a des supporters qui toute la nuit vont faire un bruit pas possible. Bon, ça on l'a déjà vu. Eto'o, qui tu le disais, vient donc de signer à l'Inter 8 mois avant en échange d'Ibrahimovic et de 50 millions. Lui, il allait dans ultra longue, mais la veille du match, il est convoqué par la justice catalane. Je crois que c'est pour une affaire de fisc. Il me semble que c'est. Je sais pas exactement pour quelle affaire, mais comme par hasard, c'est la veille du match qu'il est convoqué par la justice catalane, alors qu'il a quitté le. Il vient à Barcelone, faut bien profiter. Non, justement, il a quitté le pays depuis 10 mois. Oui, c'est ça, mais comme il revient, faut bien profiter à ce moment-là. Oui, la justice catalane est très écologique. Hein, c'est vraiment pour limiter les billets d'avion. Non, mais c'est complètement fou. Goran Pandev, qui est un des joueurs ultra importants, se blesse à l'échauffement du match. On donne pas cher de la peau de l'Inter à ce moment-là, et pourtant l'Inter, là, à partir de ce moment-là, va rentrer en mode, et c'est Mourinho qui le dira, pas en mode bus, en mode Airbus, c'est les mots de Mourinho. Samuel Eto'o, après la suspension et le petit carton rouge de Mota, va passer latéral droit. On entend beaucoup de ce match, il n'était pas positionné latéral droit au départ, bien évidemment. Et l'Inter va le sacrifier, va
défendent comme des chiens, mais vraiment. Et ils vont aller jusqu'au bout comme ça. Ils prennent un but de Piqué qui aurait dû être hors jeu, mais qui est assez incroyable, où il fait un pivot sur lui-même, où il emmène, je crois que c'est Walter Samuel et Julio César dans la fin. À l'inverse, après ce but-là, il y a pareil, il y a les arrêts de jeu, etc. Et là, il y a une main qui est pas sifflée pour le Barça. Il y a une main qui est pas sifflée pour le Barça, effectivement. Donc il y a pas mal de scandales d'arbitrage dans les deux sens. Maintenant, le Barça met le but de l'espoir à la 84e. C'est un peu tard, même si ça pousse sur la fin. Ça pousse pendant tout le match. Ça pousse pendant tout le match, mais il y a vraiment ces 10 dernières minutes où on se dit, allez, en 10 minutes, ils peuvent le faire. Et finalement, ils ne le font pas. Et là, on a cette scène incroyable de Mourinho. Il y a deux scènes incroyables d'ailleurs de Mourinho sur ce match-là. Il y a la scène où Mourinho, au coup de sifflet final, il a son doigt et il court sur le terrain, il fait le tour du Camp Nou, il n'a pas encore signé au Real, avec le doigt en l'air comme ça. Il se fait huer. Alors après, le stade se vide assez rapidement, à tel point que l'organisation du Barça met les arrosages automatiques immédiatement pour qu'ils soient obligés de partir du terrain. Et surtout, il y a une autre scène qui est peut-être la photo de ce match-là. C'est une scène où Ibra, qui est en conflit, c'est son unique saison Barça évidemment, mais il est déjà en conflit avec Guardiola à ce moment-là de la saison. Ibra, qui est titulaire, va vers le banc de touche parce que Guardiola est en train de lui donner des consignes tactiques. Et là, on voit Mourinho qui a eu Ibra sous ses ordres à l'Inter, avec qui il s'est très bien entendu, et Ibra le dira longuement, et que c'était un des coachs qui a tiré le mieux de lui-même. Mourinho va s'incruster dans la discussion tactique entre Guardiola et Ibra. Il va se mettre à l'épaule d'Ibra, comme s'il l'écoutait et qu'il donnait lui aussi des conseils sur la conversation entre les deux. C'est une scène qui est assez ubuesque. Il est complètement en dehors de sa zone technique, mais je pense qu'à ce moment-là, ça renforce le contexte, mais ça renforce aussi l'ascendant mental de Mourinho et de son Inter sur le Barça de Guardiola. Et c'est probablement, moi je trouve qu'en termes d'opposition de style, de contexte de match, de niveau de jeu des équipes dans deux styles différents, même sur ce second match, on pourrait se dire, putain, le niveau de jeu, voilà, ils ont mis le bus pendant une demi-heure. Mais c'est un niveau défensif qui est tellement haut. Ouais. On avait quasiment jamais vu ça à un tel niveau. On l'a vu peut-être après avec l'Atlético peut-être, ouais. Mais là, c'était un niveau, et t'as tout, t'as un peu cet aspect dramaturgique, Eto'o qui redescend, le Barça en fusion, enfin le Camp Nou en fusion, comme le Camp Nou, quoi. Mais il y a une vraie ambiance ce soir-là, il y a Guardiola, il y a tout, quoi, il y a tout qui fait que c'est un grand match, et en termes d'émotions procurées, moi je m'en rappelle très très bien de ce match-là. Ouais. Moi, c'était vraiment l'époque où, comme je le disais, c'est le début de l'époque Guardiola, moi je suis complètement gaga. Alex, on t'embrasse. Je suis complètement gaga devant le Barça, donc à cette époque-là, un vrai soutien derrière eux. Et donc, il y a une vraie frustration à la fin du match, quoi. Et t'as des vraies émotions pendant tout le match. Tu dis, oh, ils vont marquer, ils marquent pas, ils marquent jamais. Ça n'arrive jamais, et t'as les autres qui te rendent fou pendant tout le match. Ouais. Donc voilà, t'as ce concentré d'arguments qui fait qu'on arrive à placer ce Barça-Inter. C'est les moyennes, hein, c'est les moyennes de nos classements, donc c'est pas un hasard. C'est les moyennes de nos classements, il est quand même premier nulle part, mais très très haut partout. Hein. Je le vois là en fonction des. Et si on fait le total des critères, il est vraiment, quoi qu'il arrive, premier partout. Si, il est premier en contexte du match, pardon. Il est premier sur le contexte, c'est assez logique. Mais ouais. Voilà, c'est un match qui, à mes yeux, en termes d'opposition de style, même humain, entre Mourinho et Guardiola, tactique entre le Barça de Guardiola et l'Inter de Mourinho, les joueurs, l'histoire, Ibra et tout, l'échange. Mourinho qui va arriver au Real, c'est franchement un contexte et un match et un affrontement, une double confrontation qui est extraordinaire. Et en plus, l'impact historique, mine de rien, est énorme parce que je pense pas que ce Bayern là qui va en finale derrière aurait pu battre le Barça de Guardiola. Et le Barça de Guardiola aurait peut-être fait, du coup on sait jamais, mais il aurait peut-être fait un triplé qui aurait été assez incroyable. Ce match là, il a énormément de répercussions. C'est un match qui est ultra important. C'est pas le plus beau match, mais par contre, voilà, juste l'opposition est extraordinaire. Bon, je crois qu'on va clôturer parce qu'on a. Je crois qu'on va clôturer. La Ligue des Champions est riche. Hein. Heureusement qu'on s'est arrêté à 92. C'est vrai. Mais voilà, on vous a proposé ce top 10 sur la Ligue des Champions. N'hésitez pas à nous balancer, vous aussi, vos idées de top 10 ou vos idées en tout cas de match, confrontation, aller-retour en Ligue des Champions depuis 92 qui ont été assez énormes. Nous, en tout cas, on va vous montrer sur les réseaux sociaux notre classement en entier. Ouais. Bon, de manière, vous l'avez là, ou là, je sais pas encore où est-ce qu'il sera. Je sais toujours pas, on sait pas, là, on verra. Mais en tout cas, on vous dit à très bientôt sur 11e art. J'espère que vous avez kiffé le format vidéo. On espère que on a un décor. Si vous voulez nous envoyer des petits cadeaux pour qu'on change notre décor, n'hésitez pas aussi. Exactement, ou de l'argent pour qu'on achète un appart et un studio. Voilà, carrément, on est preneur. On n'est plus à ça près. Notamment Martin, il saura se reconnaître. Voilà. Écoutez, merci, à très bientôt sur 11e art.